Plus que jamais, le marché du travail est en pleine mutation. Alors à quoi s'attendre en matière d'emploi, de recrutement, de salaire ? Sociologues, DRH et économistes décryptent pour vous ces nouveaux enjeux dans Un temps d'avance, réflexion sur l'emploi et le recrutement de demain. Un podcast RTL en partenariat avec Temporis. Au niveau des recrutements, on a le sentiment qu'on va davantage vers de la recherche de sens. Un temps d'avance avec Temporis, l'emploi nouvelle génération, un podcast à retrouver sur rtl.fr et les plateformes de téléchargement. Vous êtes sur RTL. RTL Foot spécial Euro Avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot spécial Euro. Les quarts de finale débutent aujourd'hui. Nous sommes en pleine prolongation entre la Suisse et l'Espagne, un but partout, 101e minute. Les Espagnols qui ont longtemps cru se qualifier puisqu'ils menaient 1-0 dès la 8e minute avec une frappe de Jordi Alba détournée dans le but suisse. Mais Shaqiri à la 69e a égalisé. On dispute donc une prolongation entre la Suisse et l'Espagne. On va vous faire vivre évidemment la fin de cette rencontre. Et puis à partir de 21h, Belgique-Italie, l'affiche du soir. Ce sera en intégralité avec celui que je vais présenter en premier ce soir. Parce qu'il est partie prenante. C'est le Belge. Il a le maillot d'ailleurs, numéro 18. Allez les diables. Stéphane Poels, bonsoir. Bonsoir. Je vous trouve stressé. Je suis chaud comme une baraque à frites. Oui, mais vous êtes surtout stressé. Oula. Je ne sais pas si les Belges seront aussi stressés que vous, mais vous êtes stressé. Ouais, parce que les Italiens sont une belle équipe. Voilà. Et donc, comme nous, on fait preuve d'humilité, je dis nous, la Belgique, c'est ça que je veux dire, et on a un peu peur de ces Italiens, donc on fait profil bas. Mon petit cœur palpite. Alors qu'à côté de vous et en face de vous ce soir, deux garçons à la décontraction légendaire. Incroyable. La France est éliminée de toute façon. Ouais, mais franchement, qui regarde les Suisses avec le sourire. Donc Philippe Sansfourche, j'aurais pu être à Saint-Pétersbourg ce soir. Il pourrait nous raconter la prolongation entre la France et l'Espagne actuellement. Il aurait pu choper le Covid aussi à Saint-Pétersbourg. Il aurait pu. Mais il est là avec nous. Quelque part, c'est un choix. On est passé là à travers pendant tout l'Euro. Je peux vous dire que ça y est, j'ai un totem d'immunité. Je peux pas l'attraper. Bon, ça donne quand même des regrets quand on voit ce Espagne-Suisse et se dire que c'est pas la France qui dispute ce quart de finale. Mais ça montre surtout que les Suisses, si en plus ils n'avaient pas été victimes d'un carton rouge absolument scandaleux, là, ils seraient peut-être déjà devant et qualifiés bien au chaud les premiers pour les demi-finales. Non, c'est une équipe extrêmement solide, courageuse, avec un mental de fou. Et un grand gardien. On va va en pas parler. terminer encore avec la Suisse. Et un grand gardien. Bonsoir Giovanni Castaldi. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Il faut être honnête. On a regardé le match en préparant l'émission. On s'est un peu ennuyé. Un grand match. Et peut-être que dans la prolongation, les choses vont un peu s'accélérer. Je suis très déçu par l'Espagne. Ils avaient le match totalement en main. Ils étaient sur leur rythme. Tiens, regarde. Il a failli y avoir but de l'Espagne au moment où vous parliez. Mais Sommer, quel gardien. Le gardien de Borussia Mönchengladbach, très très bon gardien. Il est en train de tenir à lui seul. Non, mais l'Espagne est décevante. Soyons sérieux un petit instant. C'est pas le meilleur match de la suite dans la compétition. C'est vrai. Quentin Vasselin est également avec nous. Bonsoir Quentin. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Baptiste Durieux va nous commenter la fin de ce Suisse-Espagne. Il y aura vos rendez-vous habituels. Ne vous inquiétez pas, les paris sur Belgique-Italie dans quelques minutes. On parlera de l'actu foot aussi parce qu'il y a plein de choses. Ça y est, on connaît la liste des joueurs français sélectionnés. Ah, ils en ont trouvé pour les Jeux Olympiques. C'est quoi, ils ont pris des athlètes, ils ont pris des mecs. Et vous allez voir, il y a des noms surprenants dans cette liste. On a eu du mal à la faire pour Sylvain Ripoll, la liste pour les Jeux Olympiques, mais elle est désormais officielle. Il y a des difficultés aussi pour Bordeaux et Angers qui sont provisoirement relégués en Ligue 2 par la DNCG avant une nouvelle édition. C'est compliqué, le post-Covid, c'est compliqué. Et puis on parlera de transfert aussi avec Boubakary Soumaré, le milieu de terrain lillois qui s'est engagé avec Leicester. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Ou plus, sait-on jamais s'il y a une prolongation ou une séance de tir au but entre la Belgique et l'Italie. Eric Silvestro, Giovanni Castaldi. RTL Foot spécial Euro. Ce sera le marathonien du commentaire des quarts de finale de l'Euro ce soir. Baptiste Durieux s'est échauffé dans RTL Soir à partir de 18h. Il va tenir jusqu'à 23h car c'est un athlète. Il tient bien sur ses jambes, un peu moins en ce moment. Il y a un petit souci à la cheville, mais ça n'empêche pas de commenter. Mon cher Baptiste, un partout entre la Suisse et l'Espagne. On arrive quasiment au terme de la première prolongation et pour l'instant, égalité. Bien sûr, bonsoir Eric, bonsoir à tous. La Suisse, il faut le rappeler, qui est réduite à 10
mais qui tient tête pour l'instant parfaitement. Une équipe finalement dont on a vu quelques esquisses contre la France. Elle est bien organisée, elle est extrêmement incisive lorsqu'il s'agit de contrer. Elle était même dominatrice sur cette Espagne. L'Espagne avait la possession bien évidemment, mais la Suisse dominait en termes d'occasion, en termes de tir. Là évidemment, depuis qu'ils sont réduits à 10, c'est l'Espagne qui domine et qui veut absolument remporter cette rencontre et se qualifier, mais toujours effectivement un partout. On joue depuis 104 minutes de jeu. Il reste donc effectivement quelques secondes avant la fin de cette première période. L'Espagne qui pousse, mais la Suisse résiste parfaitement bien. Philippe, tu l'as dit, cette équipe de Suisse, elle nous surprend agréablement. Mais enfin, quand même, les Espagnols, ils menaient 1-0. Il y avait tout ce qu'il faut pour. À la française. Mais c'est fou, quoi. Oui, ils ont effectivement marqué assez vite et après ils se sont repliés. Mais la Suisse défend très très bien et le problème c'est qu'ils sortent pas. Mais à la récupération, ils se projettent rapidement. Et les Espagnols sont pas suffisamment confiants. Je veux dire, on dit oui, j'entendais Giovanni qui avait le sentiment d'être extrêmement déçu par cette équipe espagnole. Le problème, c'est qu'on les regarde encore un peu avec les yeux de l'amour parce que on a cru un peu à leur discours. Mais il faut regarder les joueurs qui la composent. C'est Sarabia. Voilà. Qui est sorti. Qui est plus sur le terrain. Non mais pour le coup on s'est peut-être un peu fait avoir par l'intensité plutôt pas mal qu'ils ont mis contre la Croatie en 8e et le fait que Luis Enrique dit on se sent super fort, physiquement on est bien et on s'est dit tiens l'Espagne repart. Parce que la Croatie qui est toujours dans le déséquilibre, en fait ça offre des matchs où finalement les qualités offensives de l'équipe adverse sont mises en lumière. Mais c'était la typologie de l'adversaire qui fait que l'Espagne a paru plus intéressante qu'elle ne l'est. Je vous coupe, mi-temps de la prolongation, Baptiste. Toujours un partout. Donc entre l'Espagne et la Suisse, 15 minutes pour avoir l'épilogue de ce match absolument. Ça sent la séance des tirs au but. Encore une. Ouais, mais messieurs, peut-être qu'on peut avoir un autre regard et de dire que c'est Suisse. Ils ont là tu devrais commencer par vous les Français. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit messieurs, vous devriez avoir un autre regard. En faisant le match qu'ils ont fait quand même, on peut dire quand même une deuxième mi-temps, revenir contre les Français, faire ce qu'ils font aujourd'hui, mettre en difficulté l'Espagne, c'est peut-être aussi la Suisse. On les sous-cote peut-être tous, peut-être qu'ils sont peut-être plus costauds qu'on ne le pense. Ce qui est certain, c'est que mentalement, ils font preuve d'une force assez exceptionnelle parce qu'on aurait pu, et ça aurait été tout à fait normal et acceptable, se dire qu'après ce scénario, il faut se mettre à leur place. On sait beaucoup mieux la nôtre, ce qui est logique, mais tu es mené 3-1 par le champion du monde en titre, qui a mal démarré son match, puis qui d'un seul coup a mis l'accélérateur, et puis bim bam boum, Benzema, Pogba, machin. Bon, voilà. Quand tu reviens de ça, que tu emmènes cette équipe-là en prolongation, que tu te prends une barre de transversale de Coman à la 94e, c'est-à-dire que tu repasses encore une fois à 1 cm de purgatoire, et derrière tu vas au tir au but, mais mentalement tu laisses tout, tu as joué ta finale, c'est-à-dire que c'est le match dont tu parles pendant 50 ans et normalement c'est plié, derrière tu vas couper les citrons, tu fais de ça toute la nuit et puis c'est fini. Là ils se sont remis dans leur euro face à l'Espagne, ils sont menés, ils reviennent. Truc. Ça veut dire que mentalement ils sont forts, extrêmement balèzes, sans leur capitaine Xhaka. Et voilà, Xhaka n'est pas là et je sais pas si on l'a précisé, Mbolo s'est blessé pendant le match. Oui, sorti sur blessure. Il joue à 10, Freuler a été expulsé. Mbolo, meilleur attaquant, sorti sur blessure. Et Xhaka, pas là. Ils ont un bonbon parce que Vargas est rentré. Souvenez-vous, quand il est rentré contre l'équipe de France, il a été tout de suite au niveau. Ils ont une équipe qui est homogène. Ils ont vraiment. Et pour aller au bout, il y a aussi un entraîneur qui fait bien déjouer les autres. Au bout, non. Et Gavranovic, notre. J'ai pas dit gagner, mais j'ai dit au bout de ces deux matchs-là. Imaginez aujourd'hui, ils battent les Espagnols. Tu dis, cet entraîneur, il a quand même bien contré aussi bien Deschamps que Enrique, quoi. Oui. Non, moi, je serais pas aussi dithyrambique sur la Suisse. Je trouve que c'est l'Espagne qui a raté sa gestion de la rencontre. Ils avaient largement la capacité de faire mieux, d'appuyer quand ils étaient dominateurs en première période. J'ai pas du tout reconnu la Suisse qu'on avait vu face aux Bleus. Je les trouvais pas bien physiquement. Je les trouvais pas aussi resserrés dans le marquage. Pour moi, c'est l'Espagne qui rate totalement sa rencontre, qui a laissé l'espoir aux Suisses de revenir. Mais voilà. Alors, on va vivre évidemment la fin de cette rencontre entre la Suisse et l'Espagne, mais on va se projeter déjà sur notre match phare du soir, Belgique-Italie. Est-ce qu'on peut découvrir les compos de ce Belgique-Italie? Il y a une petite surprise côté belge. Je vais commencer par la Belgique, puisque selon l'UEFA, c'est la Belgique qui reçoit. Donc dans les cages, c'est Thibaut Courtois, toujours cette défense à 3. Tu me coupes, Stéphane, si je prononce mal les joueurs. Vertonghen sera le capitaine. Vermaelen en défense aux côtés de Toby Alderweireld. C'est bon?
Parfait. Piston droit, l'excellentissime Thomas Meunier. Piston gauche, Torgen Hazard. Les deux relayeurs du soir, Yuri Tielemans et Axel Witsel. Et devant, on retrouve donc Lukaku en pointe, soutenu par Kevin De Bruyne. Donc qui De est Bruyne donc présent, effectivement. Et la surprise de chef, c'est le Rennais qui sera donc aux côtés de Bruyne et Lukaku offensivement. Jérémy Doku, titulaire. Donc pas de Ferreira Carrasco qui était censé suppléer Eden Hazard. Bon, écoutez, je ne suis pas le coach de Diable Rouge, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on sait très bien que la bagarre dans le milieu de terrain va être terriblement importante. Si vous mettez De Bruyne plus haut, ça veut dire que De Bruyne va jouer très offensif avec Doku. Ça veut dire que l'entraîneur belge a décidé de jouer offensivement très haut. Ce qui me fait peur, et on l'a vu, c'est que si à un moment les Italiens, le premier quart d'heure, jouent très offensivement dans le dos, parce que Doku, c'est pas lui qui va faire les courses de 50 mètres derrière pour venir aider Vertonghen. Ce que Carrasco fait pour lui. Que Vertonghen va être à la ramasse, exactement. C'est pour ça que j'aurais préféré, dans un rôle aussi de travail défensif, Carrasco. Après, voilà, toi, tu regardes, parce que tu regardes le côté défensif, parce que tu es prudent, parce que tu es inquiet, parce que tu as peur. Mais Di Lorenzo, parce que je veux gagner. Di Lorenzo, c'est peut-être le point faible de l'équipe italienne. Et Doku, il va aller le provoquer en permanence. Non mais alors Doku, c'est pas mal dans le crochet court, c'est explosif. Ouais, mais sauf que entre faire ça 20-25 minutes super avec Rennes et là contre des Italiens qui sont quand même des vieux roublards, et tactiquement, faut savoir quand même que dans les 11 confrontations qu'il y a eu entre Martinez et Mancini, il en a perdu 10, Martinez. Mancini a gagné quasiment tout le temps. Dans les confrontations d'entraîneurs dans leur carrière. Avec ils ont City, joué, notamment. Quand ils ont joué avec Everton et tout ça. Donc, je pense que tactiquement, Mancini va. Je suis inquiet. Et peut-être que Carrasco, qui rentre un peu plus tard avec l'expérience, il y a une prolongation des tirs au but, c'est peut-être mieux que dans l'autre sens. À mon avis, ça a dû être pris en compte. Juste pour conclure, vous avez quand même vu contre le Portugal que les Belges étaient très fatigués le dernier quart d'heure. Et s'ils mettent Carrasco dans les quarts d'heure alors qu'on est tous cramés. Ils sont tous fatigués. Il n'y a que nous qui ne sommes pas fatigués. Enfin, un peu quand même. L'Italie ? Et oui, deux informations importantes dans ce 11 de départ de Roberto Mancini. Bon, dans les cachets du classique, c'est Gigio Donnarumma, latéral droit Di Lorenzo, latéral gauche Spinazzola. La charnière centrale sera composée de Bonucci et Chiellini qui fait son retour à la place d'Acerbi, capitaine Giorgio revient de Chiellini. blessure, tu tapes Lukaku en face et tu mets quelqu'un qui revient de blessure. En tout cas, il est remis, il est bien titulaire, le capitaine de la Squadra Azzurra. Devant la défense, Jorginho, les deux relayeurs Barella et Marco Verratti, ailier gauche Lorenzo Insigne, en pointe Ciro Immobile, et celui qui remplace Domenico Berardi, c'est Fede Chiesa, le joueur de la Juve, dont l'entrée avait été déterminante contre l'Autriche en 8e puisqu'il marque après être rentré. Chiesa, avec sa vitesse, je pense que c'est bien de le faire jouer. En tout cas, je me mets à la place des Italiens pour provoquer. Par contre, sur les défenses centrales, Giovanni, je pense quand même qu'ils ont joué souvent les deux. Bonucci, ils connaissent un petit peu. Non, mais ils connaissent bien. Non, mais je veux dire, ils connaissent bien Lukaku. Bien sûr que oui. Et donc, je pense que c'est aussi le choix. Et Lukaku a rarement été bon contre eux. Il les a mis souvent. Il y a un début pour tout, mon cher Stéphane. Faut rappeler que Chiellini a marqué quand même. Et il est sorti après sur blessure, mais c'est lui qui marque le but quand même. Il est refusé en début de compétition. Ouais, refusé, mais il marque quand même un but. Il est là, c'est Chiellini. Giorgio. C'est un joueur, c'est particulier quand même. Quand tu abordes une affiche comme ça, d'avoir une charnière aussi expérimentée, c'est pas mal. Ça compte. Allez, avant de parier sur ce match Belgique-Italie, un petit point sur Suisse-Espagne. On joue depuis 4 minutes de la seconde mi-temps de la prolongation. Toujours un partout, Baptiste Durieux. Et il ne se passe rien, toujours un partout effectivement. Alors vous parliez de Granit Xhaka qui effectivement n'est pas là, mais il était quand même là au milieu de ses partenaires à la pause pour haranguer tout le monde, pour motiver tout le monde. J'ai pensé à vous puisqu'il a les cheveux peroxydés comme vous dans une semaine et demie, donc la dédicace est là. Alors on rappelle, il faut que l'Italie gagne l'Euro pour que Giovanni et moi nous peroxydions les cheveux. Mais pour l'instant, j'ai hâte. Premier groupe, le verbe peroxyde. Je peroxyde, tu peroxydes. Merci Quentin. En tout cas, toujours un partout entre la Suisse et l'Espagne. L'Espagne qui a le ballon, l'Espagne qui pousse, mais ça va être extrêmement compliqué quand on voit l'organisation et la discipline des Suisses. C'est extrêmement impressionnant. Un partout, 109 minutes de jeu. J'ai vu un tweet très marrant passer sur la prestation de Yann Sommer. Le PSG, si ça continue, va recruter Sommer. L'occasion de Marco Llorente dans la surface de réparation. C'est l'Espagne qui a toujours le ballon aux abords de la surface de réparation qui va être récupéré par le gardien suisse. Toujours un partout. Ouais. Tu veux qu'il recrute aussi Yann Sommer Non, mais les gardiens, en plus de Donnarumma et de Navas. Là sur Twitter, sur Sommer et le PSG, c'est formidable. Ils peuvent prendre Courtois aussi, en fait, tant qu'ils en sont. Mais c'est vrai que c'est un très bon gardien. On parie sur Belgique-Italie. Formidable. Allez, c'est parti. Plus que jamais, le marché du travail est en pleine mutation. Alors à quoi s'attendre en matière d'emploi, de recrutement, de salaire ?
Sociologues, DRH et économistes décryptent pour vous ces nouveaux enjeux dans Un temps d'avance, réflexion sur l'emploi et le recrutement de demain. Un podcast RTL en partenariat avec Temporis. Au niveau des recrutements, on a le sentiment qu'on va davantage vers de la recherche de sens. Un temps d'avance avec Temporis, l'emploi nouvelle génération. Un podcast à retrouver sur rtl.fr et les plateformes de téléchargement. Bleu rouge, 10 € de misée, 35,50 € de gagné, 3,20 le match nul, 10 € de misée, 32 € de gagné et 2,40 les Italiens favoris, mais avec une belle cote quand même, 10 € de misée, 24 € de gagné. Giovanni. Alors, un my match avec la victoire de l'Italie. Alors, on rappelle, vu qu'il y a les prolongations, quand on dit victoire d'une équipe, c'est dans le temps réglementaire. S'il y a 0-0 à la fin de la rencontre et que l'Italie s'impose, ça ne marche pas. Donc, c'est victoire de l'Italie dans le temps réglementaire. 1-0 ou 2-1 et multichance buteur Lorenzo Insigne ou Federico Chiesa, ça fait une cote totale de 7,75. Vous misez 10 €, vous remportez 77,50 €. Quelle précision. Voilà. 77,50 €. Oui. Merci Giovanni. C'est important les 50 centimes. Mais tout à fait. Quentin Vasselin. Moi, je vais plébisciter la Belgique, n'est-ce pas, Stéphane Powell? Victoire de la Belgique et les deux équipes marquent. Ça veut dire donnez-moi un peu d'argent pour que je parie, parce que je vous fais plaisir, je parie sur votre pays. Bien sûr. Je crois envers les Diables. On m'avait prévenu, Quentin. Et Romelu Lukaku, le buteur. Ouais, c'est tellement facile, c'est prévisible. C'est facile, mais c'est ça monte la prévisible. cote quand même. Bah oui, il n'a ça pas fait marqué 8. quand même contre la Tunisie, le Danemark. Pourquoi on n'a pas joué à notre joueur? Non mais attends, regarde, Cote la à Belgique 8. qui gagne et Lukaku qui marque, cote à 8, c'est Et pas avec mal. les deux équipes qui marquent. Ah, donc deux 2-1, équipes qui marquent. 3-1, 3-2. Voilà. C'est pas mal comme cote donc quand 10 même. € misés, 80 € de c'est une belle gagné. cote. C'est le ticket gagnant. 77,50 € d'un côté, 80 € de l'autre. Hein. Qui dit mieux? Peut-être Talel qui est avec nous. Bonsoir Talel. Ah, Talel, prenez bien le combiné. Salut, bonsoir Talel. Qu'est-ce que tu paries sur ce Belgique-Italie? Je parie une victoire de l'Italie avec un but de Immobilier. Oui. Et je vois les deux équipes marquées, bien sûr. D'accord. Et ça fait une cote à 7,5, donc c'est parfait. Ah, t'es bien, t'es aussi à peu près dans les mêmes cotes Voilà. que nos amis. 10 € de misée, 75 € de gagné Mais pour la toi. cote des deux équipes marquent Ah, est c'est difficile parfait. à avoir puisque l'Italie ne prend pas de but. C'est vrai. C'est Bah, ça, elle en a l'histoire. pris contre l'Autriche. Ouais, mais c'est quand même une équipe très solide. Merci Quentin. Non, mais Bon, bah, on va voir. Quand Écoutez. Merci Talel en tout cas pour vos paris. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Bon match. Pas de but pendant les paris, Baptiste Durieux, vous n'êtes pas intervenu, donc j'imagine qu'il n'y a pas eu de but. Pas de but, toujours un partout entre la Suisse et l'Espagne. Il reste 8 minutes à jouer dans cette seconde période des prolongations. Une occasion à l'instant de Dani Olmo qui est assez remuant depuis son entrée en jeu, joueur de Leipzig, avec un beau mouvement également d'Oyarzabal, dont l'agent est présent en plateau, Giovanni Castaldi. Je l'adore, Michael Oyarzabal. Très bon joueur. Alors attends, dans son portefeuille, il a il y a aussi du monde, hein. Grealish. Ah, Grealish, c'est plutôt Bruno Constant. Ouais, mais toi aussi quand même. Ouais, j'aime T'essayes bien. de le piquer au portefeuille J'aime de Bruno bien, Constant. mais Michael Oyarzabal, j'aime beaucoup. En fait, tous les joueurs sont dans mon portefeuille, sauf Pablo Sarabia, à peu près. En gros. Ouais, c'est vrai. Et il joue à 10 depuis la 77e quand même, c'est avec fort, la non, fatigue c'est accumulée, pas ils mal. sont encore là. C'est Hein. très très fort. Ouais, il y a eu 23 tirs espagnols quand même, les amis. Là, ils sont recroquevillés. 8 cadrés seulement. Comment leur en vouloir? Les Suisses ont beaucoup moins tiré au but évidemment, mais pour l'instant ils tiennent tête aux Espagnols, un but partout. Il reste 7 minutes dans la prolongation. Courte pause, retour d'RTL Foot. RTL Foot, spécial Euro. Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, RTL Foot spécial Euro. Et nous sommes ensemble ce soir avec Philippe Sansfourche, avec Giovanni Castaldi qui ont disparu du studio. Je ne sais pas. Le stress du match. Le stress peut-être. En Certainement effet. une breaking news. Et je Ouais, ne sais c'est pas. ce Écoutez, côté un peu ils vont italien revenir, ne vous aussi. inquiétez pas. Stéphane surtout une Powell, constitue, c'est là. je pense. Quentin Vasselin, déjà après 23 minutes, si c'est déjà ils sont une pas petite tout pause jeunes. ravitaillement. Vous stressez Tout va bien, Giovanni? oui, très Je bien. vois, vous avez vu partir tous les deux avec Philippe Sansfourche. J'avais une urgence, j'avais Je le envie d'aller savais. aux toilettes. Voilà. Ça arrive, hein, faut le dire aux auditeurs. Le scary pipi, comme on dit dans le milieu. Oh, scary, je ne sais pas, mais voilà. Comment il fait, Giovanni? Parce que quand c'est les Français, il est supporter de la France. Quand Ouais. c'est les Italiens. Si c'est les Ukrainiens, il va. Là, l'Ukraine. Les Parce que Ukrainiennes, parce plutôt. que, alors, non, c'est pas ça. C'est que Shevchenko a joué à l'AC Milan, qui est mon club de cœur. Du coup, je suis à En fond fait, il pour supporte l'Ukraine. toutes les équipes où il y a un joueur qui a joué à Milan. Sauf la à Milan. Belgique. Donc, oui, Ça, les non, Makers n'a pas été repris. non, mais la Belgique, j'aime bien. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'ai juste du mal avec le fait que cette nation ait quand même brûlé des drapeaux tricolores. Quoi. Je trouve que c'est excessif. Mais sinon, j'adore les joueurs. Je suis un fan de De Bruyne. C'est pas bien, c'est stupide, c'est pas ça le football. C'est aussi con qu'un chroniqueur TV qui dit que les Belges doivent aller bouffer des frites, quoi, d'une Oui, chaîne où vous oui. officiez. Ça fait partie d'un jeu que j'aime pas. On peut chambrer, on s'est beaucoup chambré. C'est le foot, ça reste du sport et de la passion. d'aller manger des frites. c'est même très bon les frites.
Parce que nous, on adore manger des frites. Si en plus vous insistez dans votre connerie, c'est pas bien. Je pense qu'à un moment, il faut avoir de la pour retenue. dédramatiser le débat, on peut dire que nous, on adore les frites. Si vous me dites d'aller manger du camembert, je vais pas porter plainte. Hein. C'était vilain, c'était sur un plateau et et surtout que les Français avaient été éliminés et ils étaient très très mauvais contre les Suisses. Venir dire les Belges vont aller manger des frites, c'est pas cohérent. Mais j'en fais ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste, c'est pas très gentil. Et si on a, si on a qui parle qu'en son nom. Si on a envie de manger du manchego et du limoncello et non, du manchego. Ah, oui, avec du ramon. A priori, le limoncello, ça se mange pas. Vous savez très bien que ça s'est fait d'une manière un petit peu tendue. C'est pas grave, sauf que tout ça, un peu comme et brûler les drapeaux, j'en suis bien sûr très fâché de cela. C'est pas nécessaire. Et non, mais ça parce que ça fait des années où on s'est toujours chambré franco-belge dans la bonne humeur. Et ici, j'ai l'impression que parfois il y a des relents de haine. Ça me dérange. Ça me dérange, c'est pas ça le foot. Ici, pas ici. Non, mais pas ici RTL. Oui. Mais il y a eu des comportements, c'est des minorités. Nous sommes bien d'accord, tous les journalistes n'ont pas été désagréables avec les Belges. Honnêtement, en France, j'ai pas l'impression qu'il y a un. Je pense qu'il y a une cote de sympathie pour la Belgique. Ah non, mais puis qu'il puisse y avoir un peu de condescendance. Oui, parce qu'en fait, il y a l'égard de finalement à peu près tous les peuples sur Terre. Ouais. Ça, c'est possible. Il n'y a pas de considération. Mais de l'agressivité, ça, j'y crois pas. Ah non, mais ça, Philippe, avec les Italiens éventuellement, mais pas avec les Belges. Non, mais bon, je te rejoins. Non, mais je pense. Et d'ailleurs, ça a été un de mes combats de dire en Belgique, mais vous savez, je travaille régulièrement avec les Français dans les médias. J'ai jamais entendu de l'agressivité, de la méchanceté vis-à-vis des Belges. Au contraire, on nous aime bien. On a plutôt tendance à dire. Et en plus, les Belges, où c'est très con, la minorité qui critique. Enfin, maintenant, c'est que les mecs, ils vont en vacances quand même en Bretagne et à Saint-Tropez. C'est très beau la Bretagne. Oui, mais je veux dire, à un moment, il faut respecter. Non, mais moi, ce que j'aime pas, c'est cette défaite en demi-finale il y a 3 ans. Il y en a qui la valent pas. Attention, l'Espagne dans la surface de réparation. La frappe, et c'est arrêté par le gardien suisse. La frappe de Moreno à l'instant, c'est encore il arrête tout celle-là, mais moi je l'arrête. C'est une passe au gardien. Ouais. C'est encore une occasion pour l'Espagne qui succède à une autre occasion par l'intermédiaire de Sergio Busquets. Une belle tête qui était malheureusement pas. Il arrive encore à courir après 117 minutes, Sergio Busquets Pas du tout, mais en tout cas, il met des têtes après des corners et ça peut faire but. Donc je pense que l'Espagne il prend grand coup. Bouclons le débat sur la Belgique et la France pour qu'on suive la fin de l'Espagne-Suisse. Ça c'est fini. Simplement, les gars, si jamais les Belges viennent ce soir, vous allez encore être mes copains, quoi. Parce que vous êtes quand même Eric Silvestro, Giovanni Castaldi. Silvestro, Giovanni Castaldi. Vous allez encore me parler, les gars. Je suis encore votre copain, quand même. Évidemment, vous allez payer votre tournée, par contre. Bon. Vous savez, je fais pas le malin. Non plus, je peux pas être pour les Belges. Pourquoi? Les Diables Rouges sans fourche. Ah oui. Oh, c'est préparé. Et celle-là, il a bossé. Et tu vois, c'est pour ça que c'est le patron foot. Le mec qui bosse, quoi. Mais attends, c'est en ce moment que Laurent Ruquier fait sa liste pour les grosses têtes de la rentrée. Donc on se prépare évidemment. Espagne-Suisse, il reste quoi? 1 minute 30 dans le temps réglementaire de la prolongation. Baptiste Durieux. 1 minute 30 à peine, effectivement. Les Suisses toujours à 10 contre 11 qui sont revenus dans ce match par l'intermédiaire de Sherdan Shaqiri qui n'est plus là sur le terrain, qui est sorti. Match pour l'instant extrêmement abouti de la part des Suisses, comme le disait Philippe très justement. Ils n'ont pas joué l'attaque, mais par contre ils ont joué tous les coups à fond avec beaucoup d'intensité. Là pour l'instant c'est Rodri d'ailleurs qui va rentrer à la place de Pedri, Pedri joueur du FC Barcelone et Rodri le joueur de Manchester City. Et c'est les Suisses qui ont le ballon avec cette touche pour l'instant. Assez peu d'occasions finalement dans ces prolongations. Les Espagnols qui étaient dominateurs, attention avec ce ballon qui va être récupéré dans le milieu de terrain. Et non, c'est encore une nouvelle fois les Suisses qui vont le récupérer avec Thiago Alcantara également qui est entré en jeu, alias le feu meilleur milieu de terrain du monde, qui n'est pas très inspiré et qui n'est pas très inspiré d'ailleurs. Vous n'avez aucun respect. Vous n'avez aucun respect. Non, mais le problème c'est qu'il est entré en jeu. On attend de lui qu'il soit un leader technique, qu'il mette du liant, que les contrôles soient parfaits, il y a trop d'impact physique là. Que les passes soient efficaces. Mais effectivement, Eric, ça tâtonne, ça manque de précision. Là encore un contrôle raté de sa part. Et le ballon qui est toujours dans les pieds des Suisses. On joue depuis 119 minutes. Il reste quelques secondes avant la séance de tir au but. Avant-hier, nous posions la question de qui de la Suisse, du Danemark, de la République tchèque et de l'Ukraine. Et de l'Ukraine, merci Damien Béchiot, serait la surprise et aurait les armes pour aller plus loin. Bien, la Suisse est en train de donner un élément de réponse. La Suisse est là. La Suisse est là. Je ne sais pas si elle ira plus loin, mais en tout cas, elle a répondu présent. Ça n'empêchera pas les autres peut-être d'y être. Je peux une aussi, pièce sur l'Ukraine aussi, moi. Ça pourrait être une belle surprise. Vous avez rigolé, mais non, je rigole pas. Mais c'est déjà honnêtement ce qu'ils sont en train de faire, c'est sortir les champions du monde et emmener l'Espagne en prolongation. C'est déjà un truc de malade mental. Et en plus, ça fait le carton rouge de Freuler,
c'est à 75e 77e. 77e. Vous vous rendez compte, c'est admirable ce que Ça fait change cette pas équipe. vraiment. On l'a pas précisé, mais le but de la Suisse, c'est quand même, ça part quand même d'une boulette, enfin d'une mésentente entre deux défenseurs. Laporte qui des Français. Non, alors pour le coup, Laporte anticipe bien le ballon en profondeur pour l'attaquant suisse. Ouais, il anticipe, il coupe la trajectoire, il le prend de la poitrine. Le problème, c'est que ça rebondit ensuite sur Torres, je crois, qui est juste devant lui, et ça remet le ballon en jeu au milieu de la surface et ça ramène le but suisse. On peut dire quand même que les Français, vous êtes présents dans toute cette compétition jusqu'au bout. Ouais. Et on remet toutes les équipes en jeu. Non mais franchement bravo quoi. Non mais ça vous êtes, même quand vous jouez pas vous êtes présents. Et ça j'ai dit bravo. Bravo, respect. D'ailleurs Thierry Henry va être champion d'Europe. Eh oui. Commencez pas à m'énerver. Le ballon commencez pas à m'énerver. Marcos Llorente dans la surface de réparation, la tête, et ce sera un 6 mètres encore une fois. Ça y est, le temps additionnel est terminé. Il y avait 1 minute à peine. Oh, ça va aller au péno. Et effectivement, on se dirige tout droit vers la séance de tir au but. C'est pas encore officiel, en tout cas l'image ne le montre pas pour l'instant. Mais ouais, l'Espagne qui effectivement a beaucoup de reproches à se faire aujourd'hui. Moi je suis plutôt du côté de Giovanni. La Suisse a fait c'est là, excusez-moi, je coupe mon intervention tout seul, mais c'est bien les tirs au but. C'est-à-dire que maintenant il arrive à se couper lui-même. Non mais alors il faut savoir que Baptiste Durieux a une faculté à faire les choses par lui-même qui sont récurrentes dans cette émission. Après ses réflexions au bureau. Donc il y a eu par ses soins, il y a eu sa réflexion au bureau, et maintenant il y a je coupe mon commentaire par mes soins. C'est un grand philosophe. Je vais passer pour qui? En tout cas, c'est les tirs au but entre l'Espagne et la Suisse. On rappelle un partout, ouverture du score de Denis Zakaria contre son camp, le joueur suisse, sur une frappe de Jordi Alba contré. Ensuite, l'égalisation à la 68e de Sherdan Shaqiri, avec, on a évoqué cette incompréhension entre Pau Torres et Aymeric Laporte. La sortie également de Freuler très tôt entre guillemets dans ce match à la 77e, et les Suisses qui ont tenu jusqu'au bout pour emmener l'Espagne au tir au but, un partout, et ça va être extrêmement palpitant comme ça l'a été face à la France et face à la Croatie. Il faut savoir que si la Suisse se qualifie, pour le vainqueur de Belgique-Italie, alors ce sera un danger parce que la Suisse, quand élimine la France et l'Espagne, on peut plus dire qu'on peut te prendre de haut. Mais quand même, il y aura Freuler qui sera suspendu forcément. Ça va être plus facile après son carton rouge. Celui qui gagne aujourd'hui, Mbolo est blessé. Il y aura peut-être aussi un peu de difficulté côté suisse, mais enfin après, t'es aussi sur l'élan. Donc voilà. Alors celui qui gagne aujourd'hui, je pense qu'il y a une chance d'être champion d'Europe. Ce match Belgique-Italie. Là, ils ont tous leur chance. Je voulais rebondir sur mon copain Titi Henry. Bon, je fais le pari ici autour de la table. Vous avez dit que vous vouliez pas qu'on en parle et c'est vous qui en reparlez. Juste 2 minutes. Non, Thierry Henry. Il va nous faire, vous allez voir, un petit échauffement. Un petit échauffement avant, avec son short un petit peu relevé pour montrer qu'il joue en condition physique. Les cuisses un peu huilées. Ouais, les cuisses un petit peu huilées. Il va un petit peu se montrer et il va réussir à un moment que la caméra vienne sur lui, quand il va faire un petit bisou, l'homme qui parle à l'oreille des attaquants, Lukaku, qui a marqué 2 buts contre mais il la a quand même aidé Lukaku, on peut pas. Il a bien aidé. Il est arrivé 5 jours avant l'Euro. Non, mais au-delà de il ça, a aidé depuis, quoi il a loupé 2 ans et demi avec la Suisse. Mais depuis qu'il a progressé, c'est avec l'Inter. Je pense que c'est plus Conte qui l'a fait progresser. Mais qu'est-ce que tu racontes? Rien apporté à Lukaku. Rien. Dans la conduite de balle, dans un gâteau. C'est plutôt. Faut pas exagérer, on parle quand même s'il n'a pas les qualités aujourd'hui pour entraîner, et certainement parce que son ego prend trop de place, face à un mec comme Lukaku qui lui est quand même un joueur de très haut niveau, ce qui n'était pas le cas quand il avait des joueurs comme à Monaco. Bon, Quentin, il avait quand même Radamel Falcao, il lui a expliqué comment se placer dans la surface, quoi. Mais il y a quand même 2-3 conseils à prendre de Thierry Henry. Il arrive le mardi quand les Belges jouent le samedi, et le mec Lukaku il a mis 2 buts contre la Russie qui était faible, et la Finlande était faible. Si vraiment Henry avait une influence terrible sur Lukaku, il aurait marqué contre le Danemark et il aurait marqué contre le Portugal. Pour le coup, Conte a beaucoup plus influé sur Lukaku, mais Henry doit lui apporter quelque chose quand même, évidemment. C'est quand même un joueur d'une classe qui était. Le problème, c'est qu'il y a un décalage. Ne mélange pas tout entre le grand joueur qui était. Oui, mais du coup, ça peut te donner 2-3 conseils quand même. J'espère qu'au moins, avec la carrière qu'il a fait, il peut quand même lui dire à un moment, prendre une bonne course. Ou alors tu le payes vraiment pour rien. Pardon, Johnny. Non, mais pas de souci. Je voulais dire qu'il y avait un décalage immense entre le grand joueur qui a été Thierry Henry et le piètre coach qu'il est, et qu'il ne faut pas mélanger les deux, c'est tout. Voilà. Après, ça le mérite d'être clair. Mais entre un groupe, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Peut-être qu'un jour ça donnera autre chose. Mais j'assume, je n'y crois pas du tout. Moi non plus. Quitte à ce que je me plante royalement, mais je n'y crois pas du tout. Il y a une différence entre gérer tout un groupe et gérer les attaquants. Alors je vais te répondre. Il est là pour la com, il n'est pas là pour gérer les attaquants. Et si ce soir tu te fais sortir la Belgique par l'Italie et que Lukaku ne marque encore pas comme toujours contre les grands, il a fait quoi Thierry Henry à part venir montrer ses jambes huilées? Alors pour le coup, vu que vous insistez beaucoup là-dessus, je crois que je vais jouer #premier buteur RTL Lukaku ce soir. Juste pour m'énerver? Non, parce que je pense qu'il va finir par le marquer ce but dans un match important. Le seul joueur qui peut faire la différence aujourd'hui contre l'Italie et qui peut faire vraiment la différence par son talent, mais il faut voir dans quel état il est, c'est Kevin De Bruyne. Nous verrons. Et ce qui, moi, j'ai ma grande inquiétude, c'est dans quel état il est. Philippe, tu voulais nous raconter une histoire?
Non. Il se concentre sur Unai Simon et Sommer. Les joueurs qui commençaient à se concentrer, je voulais voir si les Suisses allaient conserver le même ordre de tireurs. Que face à l'équipe de France. Je dois l'avoir sur mon cahier. Vous aussi, Philippe, j'imagine. Je vais retrouver ça. Je l'ai là. Jovanovic, Char, Akanji, Vargas, Memedi. Tout à fait. Est-ce qu'Mbappé va tirer le Alors, penalty? on a vu Unai Simon et Sommer faire une belle accolade. Baptiste Durieux, les deux gardiens, évidemment, qui vont être décisifs, ou l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, dans cette séance de tir au but. Pour l'instant, c'est les consignes de l'arbitre de ne pas. Vous avez vu d'ailleurs cette polémique qui a fleuri sur les réseaux, comme quoi le pénalty de Mbappé aurait dû être retiré parce que le gardien. On le voit à l'image, il est le surpris. gardien n'avait pas un pied sur la ligne et que du coup, il aurait dû être retiré parce qu'en plus, le ballon d'Mbappé n'était pas bien placé sur le cercle. Il y a cru Mbappé. Hein. Ça, c'est un truc, ça fait des années maintenant qu'il n'y a plus un joueur qui positionne son ballon sur le cercle. Tout à il est toujours 5 cm devant. Les arbitres ne disent rien, je trouve ça délirant. Voilà, en tout cas, il y a eu une petite pause. Voilà, c'est comme les corners, il n'y a jamais un ballon qui est sur l'arc, il est toujours à l'intérieur du. C'est Sergio Busquets, messieurs. Qui va commencer à tirer ce premier tir au but. Les deux capitaines face à face, Sommer face à Busquets. Et les Suisses sont derrière, comme face à la France. Attention, le penalty va être retiré. C'est le poteau. Le penalty de Sergio Busquets sur le poteau de Sommer. Et là, il commence extrêmement mal, les Espagnols. Penalty extrêmement mal tiré. On sent un petit peu de nonchalance. Le ballon qui arrive en plein milieu du poteau. En fait, il a fait une course où ses deux pieds sont arrivés trop près du ballon. Il est battu, il n'y a pas de bol, c'est sur le poteau. Mais le gardien, il prend le gardien à contre-pied. Oui, mais je pense que dans sa course d'élan, c'est un peu bizarre parce qu'au moment où il veut frapper, il a les deux pieds trop près du ballon et ça fait un truc un peu bizarre. Oui, il n'y a plus d'espace entre son pied d'appui et le ballon. C'est très c'est un manque de réussite. Enfin, je veux dire, c'est un manque de réussite. J'ai vu les pénaltys moins bien tirés quand même. Bien sûr. Et je peux vous dire, techniquement, il y a un truc bizarre. Les Suisses ont gagné le TOS, là, manifestement. Donc, ils ont leurs supporters derrière, comme face à l'équipe de France. Et ça part encore mieux. Alors, on y va. Et le deuxième penalty qui va être tiré cette fois par les Suisses avec peut-être un petit peu plus de réussite, c'est frappé, c'est parfaitement frappé, lucarne gauche. Donc c'est peut-être le même ordre parce que c'est même tireur, même premier tireur, comme face à l'équipe de France. Même sacré joueur, même premier tireur, et ça fait donc 1-0 dans cette séance de tir au but pour la Suisse face à l'Espagne. Et Busquets, ça serait un peu, enfin ça serait terrible, ça serait vraiment le sort du signe quoi. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'il, tu vois, enfin là ça n'a rien à voir le penalty, mais en plus si c'est lui qui rate le seul penalty. Début d'Euro très compliqué, Eric. Il y a un côté pareil quoi, c'est le chant du signe quoi. Et c'est Dani Olmo qui va tirer le second penalty pour l'Espagne. L'Espagne qui a évidemment déjà la pression après ce penalty raté par Sergio Busquets. Olmo qui va prendre son temps, qui va poser son ballon face à Sommer, qui se tape les mains avec ses gants. Attention, le penalty va être tiré dans quelques instants. C'est frappé, c'est dedans, pleine lucarne gauche également. Il est magnifique ce penalty de Dani Olmo. Frappé, hein. Très bien frappé. Et premier tir au but réussi par la Suisse. Là c'est injouable. Ça fait 1 partout pour l'instant. C'est fort, c'est pas lucarne mais presque. Et c'est le premier tir au but que met l'Espagne dans cet Euro, parce qu'ils en ont raté 2 si je dis pas de bêtises. Ils en ont raté 2, un Moreno, un Morata. Ouais. Oh là là, quel stress. Dites, c'est Suisse, c'est pas possible. T'imagines, c'est génial. l'Espagne. C'est le Dan. C'est quoi? C'est la Grèce? C'est quoi? C'est le coup de la Grèce? C'est Fabian Schär, c'est le même ordre. Fabian Schär, effectivement. C'est normal que ce soit le même ordre. Ils ont tous réussi leur tir au but contre la France. Donc Fabian Schär face à ses supporters, on les voit bien, les supporters suisses dans ce stade Krestovski. Si on a un qui rate, il aurait mieux fait de rater contre les Bleus. Attention, le tir au but qui va être frappé par Fabian Schär. Oh, c'est arrêté par Unai Simon, le portier espagnol, qui remet les pendules à l'heure. Ça fait donc toujours 1 partout dans cette séance de tir au but entre l'Espagne et la Suisse. Il a beaucoup bougé sur sa ligne. Comment? Il a beaucoup bougé sur sa ligne. Il a perturbé manifestement le. Et le penalty qui est un petit peu tiré de la même manière qu'Mbappé, c'est-à-dire qu'on est un petit peu mi-hauteur, le ballon n'est pas vraiment excentré sur le côté, même si la parade est belle. Et du même côté d'ailleurs. Du même côté. Alors un peu moins haut qu'Mbappé, mais à peu près pareil. Il est moins bien tiré parce qu'il était plus puissant quand même celui d'Mbappé. C'est vraiment. Il montait plus. En tout cas, le résultat est le même. Les penaltys sont ratés. 1 partout. 1 partout, effectivement. Le penalty côté espagnol qui va être tiré à l'instant. C'est frappé et c'est arrêté une nouvelle fois par Sommer. Quelle parade encore une fois du gardien. Toujours 1 partout. C'est le 3e penalty raté dans cette séance déjà. Qui rate là? Rodrigue, ouais. Il est rentré juste avant la fin de la prolongation. Exactement. Et là où c'est très mal joué sur ce penalty, c'est que Sommer part très tôt. Et il le voit pas partir, il regarde que le ballon, il regarde pas le gardien. Et en fait, Sommer envoie son bras droit vers la droite, mais il part vers la gauche. Et il dit à Rodrigo de tirer à droite et il part à gauche. C'est bien joué. Toujours 1 partout dans cette séance. 3e penalty raté par Sergio Busquets et par à l'instant Rodri, vous venez de le dire. Un arrêt partout des gardiens. Un arrêt partout, c'est un beau match. Akanji, c'est gardiens. toujours le même ordre. Akanji, effectivement, le défenseur central de cette équipe suisse qui va s'apprêter
à tirer. Le suspense est insoutenable. Pour l'instant, on dit souvent que les pénaltys c'est la loterie. On constate que c'est aussi un duel de gardiens. La manière que vous l'avez dit, Baptiste, je tremble. Ouais. Ah bah bien sûr, c'est insoutenable. Il faut trembler. Les cheveux peroxydés encore pour notre ami Akanji qui va s'apprêter à tirer ce penalty pour la Suisse. Et c'est arrêté une nouvelle fois. Mais c'est pas possible. Ça c'est mal frappé. Nouvel arrêt d'Unai Simon pour l'Espagne. Encore effectivement un penalty qui est mal tiré. Mais un peu comme Busquets, les deux pieds d'appui, le pied d'appui trop près du ballon. Oui. Il fait un petit saut, le penalty est tiré à ras de terre côté gauche et effectivement c'est pas assez excentré, on touche pas du tout le petit filet. Très mal frappé. C'est un nouvel échec pour la Suisse, le deuxième échec, ça fait 2 échecs partout et toujours un partout dans cette séance de tir au but. Alors Morata c'était la Slovaquie. C'est Gérard Moreno là qui va tirer. Ah c'est Gérard, pardon. Morata est sorti un peu plus tôt dans ce match, très tôt d'ailleurs, c'est assez significatif. Il n'a pas forcément été flamboyant Morata, mais il est sorti très tôt dans ce match. Mais c'est Gérard Moreno, le joueur de Villarreal qui va frapper avec son pied gauche, la frappe et le but. Enfin le but pour l'Espagne qui reprend l'avantage dans cette séance de tir au but. 2-1 pour l'Espagne face à la Suisse. En fait, quand tu mets une grosse patate dans le plafond, il faut cadrer. Une grosse bine là. Il faut cadrer. Je constate que les pénaltys qui sont rentrés, c'est les pénaltys qui étaient pleine lucarne, tout simplement frappés avec de la puissance, avec des précisions. Et effectivement, c'est pas évident. Alors attention parce que là ça fait donc 2-1. Et c'est Vargas qui va tirer le penalty pour la Suisse. Qui va poser donc le ballon sur le rond central, toujours observé. Non, sur le point de pénalty, parce que s'il tire du rond central, ça va être compliqué. Quoi. Vous voyez, je suis complètement submergé par cette émotion. Il a peut-être une grosse frappe, oui, me dit Damien Béchiot. Mais... Exactement. Ce penalty qui va être donc tiré par Vargas pour la Suisse, c'est frappé, c'est au-dessus. C'est au-dessus, Vargas qui loue complètement son penalty, qui passe au-dessus. Il visait la lucarne gauche, mais c'est au-dessus de donc manière ils ont fait 5 sur 5 contre la France, ils font 1 sur 4 contre l'Espagne. Exactement. Oui, c'est comme ça. Penalty, c'est le 3e penalty raté pour la Suisse. 2 penalty réussis pour l'Espagne. Tu vois, fort sous le plafond, mais il faut le mettre sous le plafond, pas dessus. Pour la Suisse. Et 3e échec mal frappé, de Suisse. Ouais, mais peut-être la fatigue. Là, c'est le penalty. Là, c'est le penalty de la gagne. Tir de la gagne. Tir de la gagne, effectivement, et en plus, c'est très symbolique pour Mikel Oyarzabal qui va avoir cette lourde responsabilité d'avoir le destin de cette nation. Personne ne mettait une pièce sur l'Espagne. Giovanni est prêt à appeler les clubs pour l'envoyer à Manchester. Il va rester à la Sociedad, c'est très bien. Oui, Oyarzabal. Le ballon était très loin. Il a eu le temps de réfléchir pour son penalty parce qu'il était allé chercher le ballon tout seul, qui était à l'autre bout de. Gaucher. Il a eu le temps de gamberger, de se poser toutes les questions possibles, de peut-être se mettre de la pression, peut-être trop, peut-être pas assez. On a la réponse dans quelques secondes face à Zomer, toujours extrêmement concentré, toujours extrêmement vif et turbulent sur sa ligne. Oyarzabal qui va prendre son élan doucement, le sifflet n'a pas encore retenti, le suspense est insoutenable. Oyarzabal qui va s'apprêter à frapper, il frappe et c'est dedans. Et c'est dedans, Oyarzabal qui qualifie l'Espagne pour les demi-finales de l'Euro. Penalty parfaitement tiré, l'Espagne dont on avait beaucoup de doutes, qui avait commencé par 2 matchs nuls mais qui se qualifie finalement dans le dernier carré de cet Euro. Vainqueur de l'Espagne, 1 partout. Et puis cette victoire face à la Suisse au tir au but. L'Espagne est qualifiée pour les demi, messieurs. Que c'est dur quand tu réussis un seul tir au but sur les 4 que tu tires. Baptiste, fait vite parce que là, Saint-Pétersbourg-Munich en 20 minutes, ça va faire court. Ouais, c'est l'avantage du commentaire en cabine. C'est beaucoup plus rapide, Giovanni. C'est terrible pour les Suisses, blague à part. Non, mais en vrai, c'est atroce. Tu te rends compte que tu fais une séance de tir au but complètement parfaite face aux Français, tu tiens en infériorité numérique face à l'Espagne, et là tu reviens au score, exactement. Tu perds Brelem Bolo, comme tu l'as dit en début de rencontre, un de tes meilleurs attaquants avec Seferovic, et tu perds comme ça au tir au but. Et là il y a vraiment 3 pénaux qui sont mal tirés, quoi. Donc c'est, je pense, de la fatigue, et c'est un mélange de tout, et c'est bien logique. Mais et la pression qui monte aussi. Quelle tristesse cette séance, parce qu'il y a aussi 2 échecs côté espagnol. En plus, 3 sur 5 pour l'Espagne. C'est des images assez touchantes. On voit actuellement Vargas qui est complètement effondré, les larmes coulent à flot sur son visage, mais il est consolé évidemment par les Suisses. On a vu aussi une très belle image entre Thiago Alcantara et Zomer, le gardien suisse, avec toujours ce fair play et ce respect mutuel. Là on voit toujours Vargas qui est consolé par ses partenaires. Il y a évidemment beaucoup d'émotions, beaucoup de déceptions aussi, mais il faut quand même rappeler que la Suisse en quart de finale, ça n'était tout simplement jamais arrivé, que ça n'enlèvera et ça n'altérera en rien cet exploit absolument fantastique face à la France. Mais effectivement, c'est bien l'Espagne qui passe ce soir à l'expérience au forceps dans cette séance de tir au but. Mais ce qui est terrible, 54 contre l'Autriche. 54. Pardon, ce qui est terrible, c'est que cette équipe espagnole, personne n'en parle.
Ils sont pas brillants. Ils font quand même un match offensivement, j'ai bien dit offensivement, intéressant Moyen. contre les Croates. Ah oui, contre les Croates. Ça va bien. Là, aujourd'hui, ils sont vraiment pas là. T'imagines que les mecs sont en demi-finale de l'Euro. Mais ils ont joué en la ayant Slovaquie, montré quand même pas beaucoup de choses. Ils ont eu un tableau. la Suède, la Slovaquie, la Croatie en 8e. C'est quand même. La Suisse en quart. Ma foi, on verra le juge de paix, ça sera la demi contre soit la Belgique, soit l'Italie. S'ils C'est font vrai. quelque chose C'est vrai. sous le capot, c'est là qu'on je va le veux voir. bien qu'on dise qu'il y a quelque chose sous le capot, mais les Français. Et les Français, c'est une faute professionnelle. Non, c'est mais pas non, une mais faute attends, là, tu vas professionnelle. me Arrêtez dire- avec ce terme. Arrêtez. Non, mais là, tu vas me dire C'est que la insulter Suisse- le sport que de parler de faute professionnelle. à 3, à 10 T'as minutes de des la joueurs fin, un en peu, face quand qui sont là aussi, qui Ouais, jouent mais bon. la compétition de leur vie, qui se sont préparés pour. Ils sont dans un soir où ils sont bons. Il y a une osmose collective. C'est la force du sport. Certes. Il faut accepter le fait que sur un match, peut-être que tu vas le rejouer 10 fois t'es supérieur Les aux Français Suisses. vont gagner, Ce soir-là, les Suisses avaient quelque chose suis en d'accord eux avec qui toi, leur a permis de passer au-dessus. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport aussi. Oui. Donc ce terme de faute professionnelle, moi, je ne peux pas l'entendre. À 3-1 quand même. Non, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas l'entendre, c'est une grave insulter le erreur. sport. C'est une grave erreur, voilà. Très grave erreur. Mais Il y a eu des simplement- faits de match qui font que les Français ont Simplement perdu, mais pour c'est dire, pas une faute professionnelle. simplement Moi, je suis pour assez dire que d'accord. l'Espagne est en phase de reconstruction, qu'il y a eu durant ces deux dernières années, ça a été très compliqué les histoires de sélectionneurs parce qu'il y a eu des problèmes personnels. Ils ont eu 4 Covid en début de compétition, ils n'ont pas fait une séance collective pendant 10 jours. C'est les espoirs qui ont joué les matchs de préparation et d'arriver comme ça à se qualifier, de sortir et d'être en demi-finale de l'Euro, même si, Oui. comme vous dites, ils n'ont pas joué des grandes nations, respect quand même, respect quand même. Enrique aussi. Il a fait le travail. tout ça, Franchement, Enrique. c'est Il a fait le travail, respect le les coach. Espagnols. L'Espagne, premier qualifié pour les demi-finales de cet Tu laisses Euro. Ramos à la La maison. demi-finale, ce sera mardi et ce sera à 21h à Wembley. On attend de connaître l'identité de l'adversaire de cette première demi-finale. Ce sera soit la Belgique, soit l'Italie. Coup d'envoi dans un quart d'heure de ce deuxième quart de finale de l'Euro. Évidemment sur RTL, le temps que Baptiste Durieux change de maillot, de crampons, de chaussettes. Et on y retourne évidemment. Entre-temps, il y aura les petites infos foot du jour juste après la pub. RTL Foot spécial Euro. RTL Foot spécial Euro. Eric Silvestro, Giovanni Et nous Castaldi. sommes ensemble jusqu'à 23h ou plus pour vous faire vivre Belgique, Italie, en vous rappelant que c'est l'Espagne le premier qualifié pour les demi-finales. L'Espagne qui vient d'éliminer la Suisse, tombeuse de la France, au tir au but. 1-1 à la fin du temps réglementaire. Alba avait ouvert le score pour les Espagnols. Shaqiri avait égalisé. Les Suisses à 10 après l'expulsion de Freuler qui ont tenu jusqu'à la séance de pénalty. Malheureusement pour eux, une seule réussite. Le premier tir de Gavranovic, mais en plus échec de Char, d'Akanji et de Vargas. Les Espagnols, eux, ont marqué grâce à Olmo et Oyarzabal pour se qualifier. Les infos foot. Oui, mon cher Je Stéphane. voulais vous dire aussi, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, le grand Jojo, qui est vous savez pas qui c'est, star en Belgique, 85 ans, vient de prendre sa retraite. Il a fait les hymnes à l'époque pour Mexico des Diables Rouges. Et donc il prend sa retraite. Et chez nous, en Belgique, c'est number one de la chanson. Et je vais vous faire un petit morceau, si vous voulez bien. Vous avez chanté là Oui, je suis Victor le footballiste, car sur le terrain, je suis un artiste, ouais, c'est RTL. Je cours comme un champion derrière le petit ballon, aussi vite qu'un avion à réaction. Eh ben voilà, c'est ça la Belgique, c'est ça l'authenticité, c'est ça le football, c'est ça les frites. Ah ben là, vous comprenez pas, messieurs. Ah ben non, il vous nous faut faire du rap, il faut mettre des chansons avec du rap et tout ça. Eh ben nous, c'est Victor le footballiste. Voilà, les petits Belges champions. Olé, 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 olé. Et ça va être comme ça pendant 2 heures. Et c'est un peu moins la chanson par contre. Oui, c'est moi, Victor le footballiste. Pardon. Il y a eu je Jacques préfère Brel et les Brel, autres. mais Ne bon, me chacun quitte son pas. Et le grand Jojo Jamais. d'une sommité. Allez chercher, monsieur, les titres du grand Jojo. Une sommité, monsieur. Une sommité. Est-ce qu'on peut revenir à l'actualité du ballon? Mais avec grand plaisir. C'était le ballon aussi, c'était l'actualité. C'est pas faux. Ça y est, on connaît la sélection française pour les Jeux Olympiques. Pas facile, de hein. Tokyo. Pas facile pour moi de reprendre derrière le grand Jojo, mais je vais tenter de faire du mieux que je peux. Pensez à Sylvain Ripoll qui va devoir composer une équipe avec cette liste et ce sera peut-être encore plus difficile. Eric, dans un souci de temps, est-ce que vous voulez la liste complète ou les grands noms? Ah non, je veux la liste complète. Vous voulez la liste Je veux la liste complète? complète. Ok, alors, Si c'est pour rire, on Non, veut parce que tout. justement, je veux la liste complète pour qu'on se alors, rende compte les de la gardiens. difficulté de Sylvain Ripoll. Les gardiens, Paul Bernardoni, le gardien bien évidemment d'Angers, Bajic, le deuxième gardien de l'AS Saint-Etienne, au poste de défenseur Melvin Barr, le Lyonnais, Anthony Cassi, le Strasbourgeois, Ismaël Doucouré, pour le coup là vous rigolez mais c'est un grand espoir de Ligue 2, le joueur de Valenciennes, Pierre Kaloulou, le Milanais, Clément Michelin, le meilleur ami de Clément Turpin, le Lensois, Timothée Pembele du Paris Saint-Germain, Modibo
Magnan de la Sociedad. Au milieu, il y a Alexis Beka, le joueur de Caen, Jérémy Gélin de Rennes, Enzo Lefebvre de Lorient, TJ Savanier de Montpellier, Lucas Touzard, l'ancien lyonnais du Hertha Berlin, et au poste d'attaquant André-Pierre Gignac du Tigre de Monterrey. Il sera accompagné d'un autre joueur des Monterrey, Florian Thauvin, Randall Colomboigny, le Nantais, qui devrait bientôt rejoindre l'Olympique Lyonnais, Nathanaël Mboukou de Reims, Arnaud Nordin de Saint-Etienne, et il y a 2 réservistes pour pallier à d'éventuels forfaits. Je vous rassure, pas d'Adrien Rabiot, il n'y aura pas de refus. C'est Berthaud, le gardien de Montpellier, et Liadji, le joueur du LOSC. Alors en 2 mots, j'ai lu quelque part sur un forum, ils feront peut-être mieux que les Bleus à l'Euro. Comme quoi, en effet, Bien parfois. sûr. Mais c'est vrai qu'elle a été construite dans la douleur. Cette liste et ces Jeux Olympiques, ça va ressembler à rien, quoi. Ouais, bon, là on plaisante comme ça, mais c'est assez dramatique, moi je Bien trouve, sûr. parce que ce qu'on voit depuis des semaines, c'est finalement l'incapacité de se comprendre, d'avoir des règles qui soient faciles à comprendre dès le départ et qui s'anticipent, parce que le refus des clubs, vous n'allez pas me dire que du jour au lendemain, quand vous savez par exemple que Jean-Michel Aulas, qui fait partie du COMEX de la Fédé et qui sait exactement comment tout ça se passe, refuse des. Oui, dans un premier temps, il avait laissé sous-entendre qu'il laisserait ses Lyonnais. Oui, mais en fait. Alors, Melvin Barr. Bon. Au final, c'est une fois de plus, on a dit qu'il y avait du mou dans la corde à nœuds, c'est le moins qu'on puisse dire à la fédération en ce moment, c'est un dossier parmi tant d'autres. C'est-à-dire que là, Noël Le Graët, il va falloir qu'il reprenne les choses en main très sérieusement, parce que là, on s'aperçoit que ça part à volo dans tous les domaines. Mais quelle image aussi, et sans non, mais souvenez-vous, on a quand même fait des débats il y a quelques mois pour dire est-ce que le PSG doit libérer Kylian Mbappé ? Mais oui, bien sûr. Au final, il a libéré Pembélé. Il a libéré Pembélé, le PSG. Pardonnez-moi, mais le football, ça n'a rien à faire aux Jeux Olympiques. Ça, c'est vrai. Donc moi, ça ne me touche ça peut s'entendre. Ça, c'est vrai. Ça peut Mais bon, à s'entendre. partir où il y est. Mais dans ce cas-là, que la FIFA, l'UEFA et les comités olympiques dans les compétitions se mettent obligatoires. d'accord qu'il y ait un consensus pour les calendriers. Si mais ça comptait vraiment, Giovanni. Non mais t'as raison sur ça. Mais si ça comptait vraiment dans le calendrier footballistique de l'année, ça serait un vrai événement et on aurait des vrais joueurs aux Jeux Olympiques. mais vous avez tous les deux raison, mais Philippe a raison aussi. Je pense que ça fait un peu tâche. mais non, mais t'as raison que moi je regarde jamais un match de foot aux Olympiques, je m'en tape complètement. Mais Philippe il a raison, ça fait un peu tâche. Ça fait tâche parce que ça fait tâche parce que Philippe a raison, parce que c'est mal organisé, parce que la première liste avec les noms aurait jamais dû sortir, parce que les clubs auraient dû donner l'accord avant, parce que là on est passé pour des peintres. Alors, donc voilà. Tout à l'heure, on a parlé un peu de condescendance parfois des Français envers les Belges. Nous en avons peut-être eu par rapport aux joueurs qui sont sur cette liste, mais pas par rapport à la qualité des joueurs, par rapport à tout le cirque qu'il y a eu autour de cette liste. Non, mais je préfère le préciser, parce que évidemment, on sera derrière ces Bleus aux Jeux Olympiques, et on espère que ces jeunes joueurs, pour la plupart, aventure pour eux. exactement. mais c'est tout le phénomène. Mais je préfère aussi. le préciser parce que les mauvais esprits, tu as raison. ont vite fait de vous accuser de dire que voilà. Non, mais Philippe, il sera d'accord avec moi. C'est la complexité des calendriers. Les clubs ont peur de perdre leurs joueurs qui se blessent. La France n'est pas les seuls à être dans ces complications de faire une liste. Ça ressemble à une équipe de Jeux Olympiques. Il n'y a jamais eu, à part Neymar qui a lancé une hype des JO il y a 4 ans à Rio. Sinon, ça n'a jamais été un tournoi très prisé. Et si on lançait Quand l'équipe de France a gagné en 84, il y avait de sacrés joueurs. Ah oui, c'est vrai ça. Bon, allez, les deux équipes Belgique-Italie vont rentrer sur la pelouse. Je propose qu'on les accompagne en musique. Voilà, pour ceux qui nous suivent en vidéo sur RTL.fr, Stéphane Powell, le plus belge des journalistes de RTL et de RTL Belgique, est debout. Il chante le grand Jojo pour l'entrée sur le terrain des deux équipes. Pour lui, il sera partie prenante pour la Belgique ce soir. Mais avec un énorme respect d'Italie. On le pardonne. L'Italie face à la Belgique. Vous savez qu'il y a une grosse communauté italienne en Oui, Belgique. c'est la énorme bien sûr. En communauté européenne, en Belgique, c'est la plus grosse. Ouais, et c'est surtout une communauté qui est très aimée en Belgique puisqu'elle s'est toujours comportée de manière exemplaire. Ce match, Baptiste Durieux, qui a lieu à l'Allianz Arena de Munich. Absolument, on va rappeler les compositions avec plusieurs enseignements côté belge pour faire hommage au grand Jojo apparemment. L'enseignement, c'est la titularisation de Jérémy Doku, l'ailier virevoltant du Stade Rennais. Également la titularisation de Kevin De Bruyne qui était incertain. Eden Hazard, quant à lui, est en tribune. Le reste de la composition, c'est du grand classique. Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen et Yann Vertonghen de capitaine, Thomas Meunier et Thorgan Hazard en piston. Silence, Baptiste Durieux. L'hymne italien retentit à Munich, nous nous levons. Non, pas vous, Stéphane. Giovanni, je peux respecter. En fait, vous connaissez pas les paroles comme la Marseillaise.
che bello Stéphane, che bello Non, mais cet ce qui hymne est beau, italien. c'est quand tu vois de chance, c'est toujours pas ça. Tu vois sur leur visage, tu vois le bloc italien. La motivation. C'est très Messieurs, impressionnant. Ça les transcende. Je me permets de vous dire, c'est quand même très drôle que Stéphane dise vous connaissez pas les paroles alors que l'hymne n'avait pas commencé. C'est très drôle. Allez, l'hymne belge. À toi mon cœur, noble comme ma terre chérie. Le roi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. L'hymne belge et l'hymne italien avant le début de ce quart de finale entre la Belgique et l'Italie. Préparez votre hashtag premier buteur RTL. Messieurs, c'est la tradition juste avant le coup d'envoi. 20h57. Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Stéphane Genest. On l'a suivi à l'instant avec vous, Eric, sur RTL. L'Espagne est la première équipe à se qualifier pour les demi-finales de l'Euro 2020. Victoire difficile. Il a fallu attendre les tirs au but face à la Suisse. Dans le reste de l'actualité, la menace d'une 4e vague de Covid-19 plane sur la France dès cet été. C'est en tout cas la crainte d'Olivier Véran, et notamment en raison de la propagation du variant Delta du coronavirus. Sur tout le territoire, il représente déjà près d'un tiers des nouveaux cas dépistés. Un animateur pour jeunes a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle sur des enfants de 3 à 6 ans. Les faits se sont déroulés entre 2015 et 2017 à Outreau. Il a également été condamné pour consultation et détention d'images pédopornographiques. En bref, 2 agents de la sûreté ferroviaire vont être présentés à un juge mercredi soir. Ils avaient tué un homme qui brandissait un couteau tout près d'un groupe d'enfants aux abords de la gare d'Hermont-en-Bonne dans le Val d'Oise. Et puis la météo de demain matin avec le retour des nuages sur pratiquement tout le territoire, sauf sur la Méditerranée. Du côté des températures prévoyées entre 16 et 25 degrés. Tout de suite, RTL Foot spécial Euro avec vous, Eric Silvestro. Merci beaucoup Stéphane, on vous retrouve tout à l'heure à la mi-temps de ce Belgique-Italie. RTL Foot spécial Euro avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi. Avec également Philippe Sansfourche, la signature, le chef du foot sur RTL, et Stéphane Pauwels, notre confrère de RTL Belgique. Qui sera le premier buteur de ce Belgique-Italie, 2e quart de finale de l'Euro? Hashtag premier buteur RTL, Giovanni. Alors pour moi, le premier buteur de la rencontre sera Lorenzo Insigne. C'est noté. Baptiste Durieux au commentaire ce soir de ce quart de finale. Federico Chiesa. Federico Chiesa. Philippe Sansfourche. Insigne. Ah, comme Giovanni. Stéphane Pauwels. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Et ben moi j'ai dit que je dirais Lukaku. Donc je dis Lukaku. Damien Béchiot, notre réalisateur. Hazard. Torgen. Bah oui, parce que l'autre n'est pas là. Et Jules Boischu également qui travaille avec nous sur l'émission. Le premier buteur du match sera... Non, ne copiez pas Giovanni Castel. Aucune personnalité. Giorgio Chiellini. Chiellini, titulaire ce soir et capitaine de cette équipe d'Italie. On a vu une très belle accolade entre Barella et Lukaku juste avant d'entrer les deux équipes sur la pelouse. Ils sont coéquipiers à l'Inter Milan, Baptiste. Ouais, et vous n'avez pas vu aussi la belle image? J'ai trouvé ça très sympa entre les deux entraîneurs. Tout à fait, entre Martinez et Roberto Ils se sont Mancini. parlé d'ailleurs. Tout à fait. Ils ont hésité à se serrer la main. Robert, on a mis du gel hydroalcoolique. Finalement, on a checké du point. Voilà. Avec l'hymne de l'Euro. Ça, c'est pour faire plaisir à Giovanni. Atroce. Tout le monde s'en fout cette hymne, mais c'est vraiment du laideur. Et le coup d'envoi est donné par Romelu Lukaku pour cette affiche alléchante et indécise. Ces deux sélections qui n'ont jamais perdu dans cette Euro, qui ont remporté leurs 4 matchs. Et le ballon pour l'instant dans les pieds des Belges, 0-0. Est-ce que vous êtes prêts à une longue soirée, messieurs? Vous allez me perdre. Est-ce que vous êtes prêts à une très longue soirée? Non. Je vous donne cette stat quand même, parce que l'Italie a rejoint les quarts de finale lors des 4 derniers Euros. Et à chaque fois, c'est allé au tir au but. Ben ouais, c'est ça que j'ai peur. Qualification contre l'Angleterre en 2012, défaite contre l'Espagne en 2008 et contre l'Allemagne en 2016. Faudra marquer et
très vite parce que les Italiens, si on va aux prolongations, ils ont cette expérience de le métier pour pouvoir ils ont faire perdu mal. 2 fois sur 3 quand même. Mais d'accord, mais bon. j'ai peur. L'Italien en blanc. L'expérience, tu me parles de qui? De Maldini et de Baresi? Ils sont plus sur la pelouse. Non, Chiellini et Bonucci en termes d'expérience, c'est pas mal. Il y a Chiellini et Bonucci. Le ballon récupéré par Kevin De Bruyne qui va faire la passe qui va vers le Romelu Lukaku qui va se présenter devant le gardien. C'est allé très rapidement et c'est Donnarumma qui va récupérer ce ballon. On a vu la première passe, la passe éclair de Kevin De Bruyne. Effectivement, Caviar qui a trouvé parfaitement Romelu Lukaku. Il va falloir s'habituer à voir ça pendant tout le match parce que c'est ce qu'on a vu pendant cette Euro. Non, mais la clé c'est lui. La clé c'est Kevin De Bruyne. Le futur gardien du PSG quand même très présent dès la première action. Ouais. Non mais faut être honnête. La clé du match c'est Kevin De Bruyne qui donne un ballon et que Romelu le gardien est bien sorti. Votre gardien. Et Doku est bien à gauche. Ouais, et Doku enfin plutôt à gauche. Effectivement, on a l'habitude de le voir plutôt à droite au Stade Rennais. Attention, le ballon pour Chiesa qui va réussir à le récupérer. Il est dans la surface de réparation. Chiesa, et c'est peut-être un hors-jeu qui va être sifflé. Toujours 35 minutes après l'action, évidemment. C'est le football. C'est le hors-jeu sur l'ouverture là. Ouais, exactement. Il revient sur ça. Mais alors, il y a un truc que je comprends pas dans la règle. J'ai compris le principe qu'il faut attendre que le joueur touche le ballon pour signaler hors-jeu, même si on voit qu'il y a hors-jeu. Mais là, j'ai l'impression que depuis quelques temps, non seulement on attend qu'il touche le ballon, mais on attend vraiment que l'action aille à son terme. Au bout, ouais. C'est pour pouvoir que l'action se déroule s'il y a un but qui soit accordé ou refusé au bout de l'action. D'accord, mais quand c'est hors-jeu flagrant de 10 mètres. Oui, je suis d'accord, totalement d'accord, mais malheureusement, là pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Corner pour les Belges. Corner pour les Belges avec ce ballon qui a été extrêmement mal remis par Chiellini et Donnarumma n'a pas pu faire mieux que de le mettre en corner. C'est le premier corner du match. Il est donc pour la Belgique avec beaucoup de présence évidemment dans cette surface de réparation, notamment Romelu Lukaku. Le corner qui va être tiré dans quelques instants. Il faut aussi savoir que l'Italie c'est une équipe qui s'est complètement affranchie de ses principes défensifs et c'est pour ça qu'on va avoir un beau match de football. Kevin De Bruyne qui frappe ce corner qui va être repoussé par la défense italienne. Peut-être une touche pour la Belgique. Kevin De Bruyne toujours en possession du ballon dans les mains qui va tenter de placer ses joueurs. C'est assez timide pour l'instant. La touche qui va être. Et je trouve qu'on avait déploré le rythme du match entre la Belgique et le Portugal. Déjà là au bout de 3 minutes. C'est mieux vite, c'est vrai. Il y a une grosse intensité. On a déjà vu 2 situations. Ça part fort, je trouve. C'est exactement ça, c'est là où je disais qu'on peut avoir des doutes parce que autant effectivement c'est plus le Catenaccio l'Italie, mais par contre la Belgique c'est plus l'équipe de 2018, c'est-à-dire qu'on est par rapport notamment à cette jurisprudence du match face au Portugal, on est sur une équipe qui joue plus bas et qui mise peut-être au-delà effectivement des joueurs de qualité qui sont sur le terrain, mais sur cette charnière extrêmement solide et sur un bloc équipe extrêmement compact pour non pas jouer le nul, mais peut-être jouer le 1-0 ou peut-être le 2-0 in extremis. En tout cas c'est Jérémy Doku qui a le ballon pour l'instant récupéré par la défense italienne qui va tenter de se dégager sur le côté avec Chiesa et le ballon qui va sortir en touche pour la Belgique. Ce qui me rassure, c'est que Kevin De Bruyne est bien en jambes. Il avait pris un coup quand même au match contre le Portugal. Je le trouve bien en jambes. C'est la clé, parce que vous avez bien vu que tout passe par lui. Le premier ballon. Moi, ce que j'ai quand même. Mais là, on a vu tout de suite Doku aller provoquer évidemment Di Lorenzo en dribble. Ouais, mais vous avez quand même vu aussi que défensivement, contre les Italiens, vous avez vu tout à l'heure avec Chiesa. Le long ballon d'Adewerel avec le contrôle parfait de Lukaku qui va frapper. Il est signalé hors jeu Lukaku, mais c'était encore une fois extrêmement bien fait de la part de Tommy Adewerel. Longue transversale vers Lukaku qui avec un contrôle de la poitrine qu'il maîtrise parfaitement. Il est pas hors jeu. Il est un petit peu hors jeu. J'ai l'impression que c'est le bras, moi. Ouais, mais quand même, tu es trop. De toute façon, il tire au-dessus. Donc ça, par contre, vous avez vu Chiesa tout à l'heure, il a mis en grande difficulté Vertonghen. Dès qu'ils vont prendre la profondeur, les Italiens qui vont réussir à accélérer. Mais de l'autre côté, ce sera sans doute la même chose. Si on trouve Lukaku dans la profondeur avec de la puissance. Ouais, mais vous avez vu là, il est quand même bien tenu. C'est exactement ça, et là on voit que sur un contrôle il s'amène parfaitement bien le ballon avec ce contrôle de la poitrine qui est précis, qui est bien dans le tempo, et la frappe passe au-dessus mais ça peut faire but 9 fois sur 10, donc il faut vraiment faire attention pour l'Italie avec le ballon dans les pieds des Italiens justement. Chiellini qui va passer à son compère de la Juventus, Chiellini, je vais m'en sortir. Marco Verratti, le joueur du Paris Saint-Germain qui cherche une solution avec Insigne sur le côté droit de l'attaque italienne. Insigne longue transversale pour trouver peut-être Chiesa dans la surface. Ce sera trop long, le ballon n'est pas sorti, mais c'est Thibaut Courtois qui va relancer les Diables Rouges, toujours 0-0, 5 minutes de jeu. Et je trouve choix extrêmement étonnant des Belges à la perte du ballon. Il n'y a pas de contre-pressing, on va se replacer dans un bloc médian, un bloc bas, on ne sort pas outre mesure sur Marco Verratti ou Jorginho. Ça, je pense que c'est un vrai choix de Martinez de ne pas se jeter dans la gueule des Italiens, parce que généralement les Italiens aspirent leurs adversaires et lancent des transitions rapides avec Insigne ou Berardi avant, même si c'est Chiesa ce soir. C'est un vrai choix tactique de Martinez de ne pas mettre un pressing tout terrain.
Et ouais, elle est là, la première nation FIFA du monde qui va donc jouer bloc médian, formidable. Jérémy Doku sur le côté gauche et qui va peut-être tenter de passer face à Bonucci. La passe, et c'est dans les bras de Donnarumma. Il a tenté de trouver Lukaku évidemment qui était encore là dans la surface de réparation. Mais la passe n'était pas assez précise, pas assez tranchante, contrairement à celle de Kevin De Bruyne par exemple. Toujours 0-0, 6 minutes de jeu. Ouais. Durieux, c'est belge ça, non? J'espère Baptiste pas. Durieux. Comment ça? Non, c'est pas belge, je crois pas. Je crois Si, qu'il y a rien. ce soir vous allez être belge. Il n'y a rien de plus français que Durieux, je pense. Non, il n'est pas belge quand Baptiste Je pense Durieux. pas, non. Non, mais je le confirme, Stéphane. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Je ne suis pas belge. Vous mentez. Allez, gros dégagement pour. Il y a des origines peut-être pas très loin de la frontière. Il est de Schnorr, il est de Schnorr. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'il nous aime bien, Baptiste Durieux. Mais Valenciennes n'est pas la Belgique, jusqu'à preuve du contraire. Ah, ça y est, ça commence. Kellini qui va passer le ballon vers Di Lorenzo. Di Lorenzo qui va tenter de trouver une solution, qui n'est pas attaqué pour l'instant, effectivement, avec Barella qui va trouver Chiesa. Et touche pour les Italiens. Je confirme ce que je dis, Giovanni. Il y a très peu de pressing de la part des Belges. Je pense qu'ils joueront les coups à fond. On a vu plusieurs transversales vers Lukaku. C'est peut-être pas ce à quoi on va assister pendant 80 minutes. On va voir comme si l'Italie arrive à développer un jeu relativement rapide dans un bloc très bas, parce que les Belges sont tous dans leur camp, Philippe, parce que contre l'Autriche, ils n'ont pas réussi à le faire. Hein. Non, effectivement, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'avoir une mutation là dans leur identité, ou en tout cas parce qu'un tournoi c'est toujours une histoire. C'est-à-dire que vous pouvez jouer d'une manière pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, et puis si vous avez un match référence dans un tournoi, il y a des habitudes qui se prennent, et puis vous avez plus de confiance. Là j'ai le sentiment que il faut qu'on arrête de penser que la Belgique va régaler à jouer dans les 30 mètres adverses. Ils ont trouvé une forme d'équilibre. Ils jouent à la française et ça peut marcher. Exactement. Et pour l'instant, le but, c'est de gagner, ils ont concédé combien d'occasions? Pas tant que ça. Très peu. En toute fin de match, effectivement, ils auraient pu voir le Portugal revenir. Contre le Danemark. Et bon, c'est pas non plus offensant de concéder des occasions contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Justement, face au Danemark, ils avaient un pressing absolument démentiel et ils se sont fait aspirer comme ça. Je pense qu'ils ont retenu la leçon. Ouais, mais bon, si les Italiens accélèrent un petit peu, on voit bien que ça peut poser problème. On est très bas, regardez. Mais il n'y a pas d'espace. Non, il n'y a pas d'espace. Donc pour accélérer, il faut déjà pouvoir. Hein. Ouais, regardez là, c'est un ballon perdu parce que justement, il y a pas qu'on met dans les 18 mètres, il n'y a pas de solution. Ouais, exactement. On était entre Marco Si la Verratti Belgique reste bien en place. Ouais, bah, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Bah, oui. On était entre Marco Verratti et Lorenzo Insigne. Et Lorenzo Insigne qui a effectivement été un petit peu piégé et n'a pas trouvé de solution, qui a tenté un petit centre pas assez précis, qui est directement sorti en sortie de but. Et le ballon pour Thomas Meunier qui va relancer les Belges, toujours 0-0, 8 minutes de jeu. Enfin, ce qui m'amuse un peu, c'est c'est que les Belges ont critiqué les Français en disant, relance de Meunier catastrophique, que les Belges ont critiqué les Français en disant c'est nous qui faisions le plus beau joueur à la Coupe du Monde, ils ont été champions du monde. On est en train de faire la même chose que les Français. Quoi. Non, mais si ça gagne, personne n'en voudra. Bien sûr que non. Là, c'est flagrant, je voudrais bien voir après. Parce que... on prêtait peut-être justement une défense à 3 à les Belges. Là, ils sont 5 derrière. La ligne, elle est limpide, elle est transparente. Non, mais ils sont 5 quand c'est la position italienne et ils sont à 3 quand les pistons montent en phase offensive. Mais moi, je pensais peut-être plus que Thomas Meunier et même Torgan Hazard de l'autre côté allait peut-être être un peu plus incisif sur le pressing. Mais alors là, 0. On est vraiment sur la défense 1-5 extrêmement basique. C'est la Coupe de France. Ouais, alors en plus, en conservation de balle, t'as pas Eden Hazard. Ils ont bien travaillé tactiquement parce que le point fort de l'Italie, c'est justement les 3 virevoltants devant aussi qui prennent la profondeur. Si tes 2 pistons belges restent hauts, tu peux les prendre dans le dos. S'ils se mettent bas en ligne, c'est plus difficile de trouver les attaquants italiens dans la profondeur. Donc tactiquement, je trouve que c'est plutôt bien joué. Ouais, mais on va voir combien de temps ça va tenir. Parce que là, on voit que les Italiens sont en train de presser. Je sais pas combien de temps vont tenir les Belges. Parce que le problème, c'est que c'est bien gentil de défendre, mais à un moment, il faut quand même avoir un peu de conservation de balle. T'as pas Eden Hazard. T'as pas 10 minutes. Ouais, voilà. ça fait 10 minutes. Tu peux avoir un temps fort italien. Voilà, c'est. Non, mais tu vois ce que je te dis, quand tu récupères le ballon, t'as De Bruyne pour faire une dernière passe. En attaque placée, pour l'instant, il n'y a pas d'occasion. Bah non, il n'y a rien. Et Eden est capable de garder ce ballon et d'avoir de la conservation pour que tu te replaces. Et encore une fois, chose intéressante là qu'on voit sur le pressing, c'est que sur les phases avec ballon ou sans ballon, on voit que Lukaku s'excentre énormément côté droit et c'est De Bruyne qui est axial. Ils avaient terminé aussi le match face au Danemark comme ça et les 2 buts étaient venus de Lukaku sur le côté. Allez, touche pour les Belges, mais qui ont du mal en effet à ressortir le ballon, Baptiste. Exactement, la possession est évidemment italienne, ça joue au ballon, c'est le mot qu'on a l'habitude d'employer, c'est le handball aux abords de la surface de réparation des Belges. Avec ce ballon qui va être dégagé par Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, qui fait aussi partie des forces de cette équipe belge, qui fait partie de cette assise défensive extrêmement importante de la part de la Belgique. Le ballon qui va d'un côté à l'autre, là c'est dégagement sur dégagement. Le ballon qui va être récupéré par les Belges, effectivement, avec Yuri Tielemans qui va repasser par Toby Alderweireld, qui va tenter un long ballon vers Thomas Meunier. Thomas Meunier, le ballon qui ne sort pas en touche
On est sur le côté droit Il et s'en sort bien, ouais. Yuri Tielemans qui s'en sort bien pour l'instant, qui a un petit peu d'espace devant lui, qui va pouvoir décaler Thomas Meunier sur le côté droit. Thomas Meunier qui rate son contrôle et qui va centrer, détourné par Spinazzola. Ça fait corner pour l'Italie. Les Belges se projettent vite. Hein. Oui, ça a été rapide là sur cette contre-attaque. Oui, forcément, ça les va Italiens être jouent le haut, but. donc Ça va être la tactique des Belges, c'est tout à fait logique. Hein. Dès qu'ils vont récupérer un ballon, s'ils arrivent à aspirer les Italiens et à contrer fort, pourquoi pas. Vous êtes en train de me stresser. Corner pour les Belges. Je t'en peux plus. Vous étiez déjà stressé avant, Stéphane. Non, mais il me c'est pas à stresse cause de encore nous. plus, Eric Silvestro. Je le vois avec ses yeux de merlan frit. Il me regarde, il me met la pression. Le ballon Je deviens nerveux, moi. qui est posé par Kevin De Bruyne qui va donc tirer ce corner pour la Belgique, le deuxième corner qui va être tiré au premier poteau, qui va être repoussé par la défense italienne, Lorenzo Insigne qui se manque, qui aurait pu récupérer ce ballon, et c'est Axel Witsel qui va poser le pied, et finalement c'est la défense italienne qui va récupérer ce ballon avec peut-être une faute, une faute d'Axel Witsel sur Barella, il me semble. Axel Witsel, toujours un joueur extrêmement physique, qui a pas mal de vices mais qui fait du bien dans ce milieu de terrain. Faute effectivement sur Nicolo Barella. Mais la clé c'est ça, hein. La clé c'est le milieu de terrain italien. Si les Italiens arrivent à poser le jeu, Verratti, Barella et à mettre de la vitesse, Witsel et compagnie, ça va être compliqué. La clé c'est le milieu de terrain. Barella a été énormément critiqué cette semaine en Italie. Beaucoup d'observateurs estiment que son Euro est pas à la hauteur de sa saison. Il a failli d'ailleurs pas être titulaire ce soir. À un moment c'était Locatelli oui. qui était annoncé, donc il joue gros ce soir, Barella. Jorginho qui va récupérer ce ballon, et non, c'est les Belges qui vont récupérer ce ballon, et une faute une nouvelle fois sifflée à l'encontre des Diables Rouges qui sont beaucoup de fautes dans le milieu. Beaucoup de fautes. Je rappelle également qu'il y a quelques menaces par rapport à l'éventuelle demi-finale qui se profile pour la Belgique, ou qui se profilera, on le verra. Toby Alderweireld, je vais y arriver, Thomas Vermaelen, Torgan Hazard sont sous la menace d'une suspension côté belge, et côté italien c'est Nicolo Barella justement, Giovanni Di Lorenzo et puis Matteo Pessina qui n'est pas sur la pelouse en tant que titulaire mais qui rentrera certainement en jeu, milieu d'Atalanta, qui sont également sous la menace d'une suspension. Et pour l'instant c'est un coup franc intéressant qui va être tiré par Lorenzo Insigne, le joueur de Naples, avec ce corner décidément, ce coup franc qui va être tiré dans quelques instants. Le but, et c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score pour l'Italie, le but de Bonucci, un coup franc lointain avec ce petit cafouillage dans la surface de réparation, et Bonucci qui arrive à s'extirper du marquage, à mettre le pied et à inscrire ce premier but pour l'Italie dans ce quart de finale. Ça fait donc 1-0 pour la Nazionale face à la Belgique, 13 minutes de jeu. Alors ça va être checké évidemment au VAR, c'est un coup franc très tendu au premier poteau, je ne sais pas s'il est dévié, prolongé, et c'est dans un deuxième temps où Bonucci, dans une forêt de joueurs, arrive à glisser son pied, mais ce que je voudrais savoir c'est s'il est touché avant qu'il arrive à Bonucci. Il y a hors-jeu. Il y aura hors-jeu. Il y a la main, faut voir. Oui, il le touche. Il y a hors-jeu. C'est du genou. Il y a hors-jeu, non? Je sais pas. Il peut y avoir hors-jeu, parce que il y a à la fois c'est du genou, et Bonucci c'est du genou et ensuite du ventre. Bonucci c'est du ventre. La ceinture des abdominaux. Il est checké? Ah oui, hors-jeu. Non, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Effectivement, le but est refusé. Ah non, le but est examiné, mais effectivement le annulé. jeu. Ouais, but annulé, c'est officiel. Effectivement, toujours 0-0 entre la Belgique et l'Italie. C'est quand même une première alerte pour la Belgique, mais toujours 0-0. On approche du quart d'heure de jeu. Ouais, j'ai vu le petit sourire de Philippe Sansfourche quand l'Italie a marqué. Pas mal. Et j'aime pas ça, Philippe Sansfourche. Les temps c'était quand même assez rentré, parce que j'en ai vu autour de cette table qui avait pas. Il y avait aussi celui de Giovanni Stéphane. Ça exultait plutôt. Bon, pour la petite information, il y a vraiment hors-jeu, il n'y a pas de discussion. Oui. Enfin, heureusement qu'il y a le VAR quand même. Ah bah oui, c'est comme ça. Ah, vous l'avez critiqué le VAR. Ah bah là, vous êtes bien content qu'il soit là, le VAR. J'adore le VAR. Parce que sans le VAR, ce but-là, il est autorisé tous les jours. Validé tous les jours. Arrêtez de faire la VAR. 0-0. Courte pause. RTL Foot continue. Belgique-Italie. RTL Foot, spécial Euro. Eric Silvestro, Giovanni Castaldi. RTL Foot spécial Euro. Avec Philippe Sansfourche, avec Stéphane Powell, c'est avec Baptiste Durieux au commentaire du deuxième quart de finale Belgique-Italie. C'est l'Espagne la première qualifiée après un match nul 1 partout contre la Suisse. Les Espagnols qui gagnent 3 tirs au but à 1. Les Belges qui poussent en ce moment, Baptiste, sur le but de Donnarumma. C'est eux effectivement qui dominent juste après le but refusé de Bonucci. On a vu une frappe de Yuri Tielemans détournée, mais qui est passée assez proche des buts de Donnarumma. On a vu également une grosse occasion à l'instant avec cette touche qui va être relancée là tout de suite par la Belgique. Mais oui, effectivement, la Belgique qui a de l'espace. On a vu Yuri Tielemans justement avant cette frappe, qui avait encore une fois beaucoup d'espace devant lui, qui avait le temps de frapper. Il y avait un trou qui était assez visible, qui était assez net. Donc il faut faire attention pour l'Italie, la Belgique qui pousse et qui continuera de pousser, on le sait, jusqu'à la fin de cette rencontre. Et c'est l'Italie pour l'instant qui récupère le ballon avec Lorenzo Insigne, toujours 0-0, 16 minutes de jeu. J'ai une petite question pour vous, même si c'est un tout petit peu biaisé, mais quand même. Roberto Mancini,
et Roberto Martinez ont tous les deux gagné leurs 4 premiers matchs dans la compétition parce qu'ils avaient gagné les 3 matchs de poule. Et après, il y a qualification en 8e. Il n'y a qu'un seul sélectionneur dans l'histoire de l'Euro qui a gagné 5 matchs d'affilée du début de l'Euro à la suite de la compétition. Donc là, par exemple, si aujourd'hui la Belgique gagne ou l'Italie gagne, Mancini ou Martinez feront 5 aussi et rejoindront un seul sélectionneur dans l'histoire qui a gagné 5 matchs du début de la compétition jusqu'au 5e match. C'est pas l'Allemand ? Je vous laisse réfléchir. Otto Rehagel ? Non. Mais celui de maintenant, Joachim Löw. Michel Hidalgo, 84. Mais il y avait 5 matchs, c'est ça, non ? Michel Hidalgo, 84. 84, voilà. Qu'est-ce qu'il est fort, petit clin d'œil comme ça en passant. Oui, Michel. Et on pense très fort. Et oui. Il y a eu un hommage récemment. Oui, tout à fait. Très bel hommage. Et ce que je vous ai pas précisé, messieurs, c'est qu'il y avait aussi une très belle action de Jérémy Doku. On sait que c'est un ailier qui est extrêmement saignant lorsqu'il s'agit de dribbler ou de faire des crochets, et il a complètement enrhumé Verratti sur le côté gauche. Ça a failli donner une très grosse occasion de but pour la Belgique, mais lui aussi, il est dans son match, lui aussi, il est bien présent, et lui aussi peut faire très mal à cette Italie pour l'instant, qui a toujours le ballon avec Nicolo Barella qui va tenter de trouver une solution et qui va la redonner à Thomas Meunier et qui va dégager comme il peut le ballon. Je trouve que les Italiens, ils ont du mal sur les. C'est le fameux. Les équipes joueuses qui ont du mal contre les blocs bas. Ah ouais, le mec qui est bloc bas, les Belges ils bougent pas, c'est compliqué. Hein. Il faut jouer jeu court, il faut jouer dans les petits espaces. En fait, ce qui est dur pour l'Italie quand ils sont en position comme ça face à un bloc bas, c'est que Immobilier, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un attaquant qui a besoin d'être mobile, de courir. Dos au but, il a des difficultés. Souvenez-vous, le début de match face à l'Autriche, il était à la peine dans les remises. Il est souvent brouillon. Voilà. Il a besoin de courir. Pour rattraper parfois le ballon poussé trop loin de ça, mais là il n'y a pas. C'est vraiment des joueurs de transition rapide, d'espace plutôt que d'espace de petits périmètres. Alors là, messieurs, on a assisté à une scène lunaire, c'est pour vous dire l'intensité de ce match est quand même à relativiser. C'est Bonucci qui a le ballon dans les pieds, ça joue, il n'y a pas du tout arrêt de jeu, etc. Et puis il remet sa chaussette pendant qu'il a le ballon et personne l'attaque, personne le presse, tout va bien, on a l'impression qu'il mène 6-0 et qu'on a la 93e minute de jeu. C'est formidable. Il va prendre la carte. Une Marco là. Verratti va prendre la jaune. Grosse faute de Marco Verratti qui va écoper d'un carton jaune. Marco Verratti n'était pas sous la menace d'une suspension. Cette faute sur Yuri Tielemans, il a mis beaucoup de gagement Marco Verratti avec un tacle extrêmement. Non, c'est même pas un tacle, c'est qu'il tire le maillot et il tombe complètement sur la vraie faute d'anti. Oui, c'est une vraie faute d'anti-jeu. Tielemans il part balle au pied, jaune mérité. Vous avez vu les Belges, ils ne bougent pas. Et je peux même vous dire ce qu'il a dit quasiment en marchant à l'arbitre Marco Verratti. Mais c'est la première. Mais non, mais ça joue très statique. Hein. Voilà, avec le ballon dans les pieds de Lukaku qui malheureusement n'a pas trouvé Kevin De Bruyne. Ça va peut-être repartir rapidement avec les Italiens dans les pieds de Marco Verratti, et c'est une faute. Cette fois c'est l'inverse, c'est Yuri Tielemans qui fait faute sur Marco Verratti, et là apparemment effectivement pas de carton jaune. Il peut la mettre. Hein. Je suis désolé, je suis neutre, je suis juste. Je pense que la faute de Tielemans, ce sera juste une explication de texte a priori. D'ailleurs Verratti fait exprès, je le connais pas. À partir du moment où il vient d'écoper d'un carton jaune pour une faute qu'il n'estime pas énorme sur ce joueur-là, sur cette séquence de possession, il fait exprès de ralentir pour que Tielemans vienne le percuter et qu'il prenne le carton jaune. Il l'a pris. Il prend le carton, Tielemans. Mais c'est juste, et là où Tielemans, tu vois qu'il manque encore de bouteilles, c'est que quand Verratti s'arrête, au lieu de rester au pressing derrière lui, il essaye de lui faire la pince et de croque en jambe par derrière. Il a quasiment aucune chance de prendre le ballon. Et c'est une faute bête. Ouais, et ça peut changer au milieu de terrain en plus à 60 mètres début. Enfin, aucun intérêt. Donc, un carton partout en tout cas. Un carton partout, effectivement, mais toujours 0 but partout. Avec Lorenzo Insigne qui s'approche de la surface de réparation et Diable Rouge qui va peut-être trouver une solution dans la surface, qui va se mettre à dribbler, mais qui est bien repris par la défense belge, et Thibaut Courtois qui va pouvoir relancer pour les Diables Rouges. À noter aussi qu'on a vu cette petite image de Yuri Tielemans qui avait l'air extrêmement satisfait. Il a checké son pote Axel Witsel, extrêmement satisfait que Marco Verratti ait écopé d'un carton jaune. Je pense que ça fait aussi partie du plan de jeu, c'est peut-être de faire déjouer les Italiens, peut-être de les énerver et peut-être de gagner ce match de cette manière-là. Ouais, le plan de jeu pour l'instant, c'est on reste en place, on bouge pas et on cherche De Bruyne pour donner un ballon à Lukaku. Ça, j'ai un petit peu l'impression. C'est un beau résumé. C'est ce qu'on voit là pour l'instant. Je vois pas s'il y a une autre tactique des Belges. Hein. Non, pas d'autre tactique. Voilà, regarde. Thomas Meunier et c'est là-dedans j'ai regardé Kevin De Bruyne. Oui, Kevin De Bruyne qui va récupérer ce ballon qui a été dévié par les Italiens. Kevin De Bruyne qui se rapproche à grandes enjambées vers face, qui se met sur son pied gauche, qui frappe. La frappe est magnifique
Frappe enroulée du pied gauche aux abords de la surface de réparation. Et quel magnifique arrêt de Donnarumma, le futur gardien du Paris Saint-Germain. L'arrêt, il est fantastique. Arrêt fantastique. Première grosse occasion pour les Diables Rouges et première grosse parade pour Gianluigi Donnarumma. Très bel arrêt. Très bel arrêt. Cadré, il plonge sur le là, côté c'est très droit. albatros quand même. Il plonge sur le côté droit avec la main ferme. Joli, vraiment très bel arrêt. Et là, on voit l'envergure. Au-delà de l'envergure, je pense qu'il a bien fait de faire le mètre 50 en avance pour couper l'angle. Le petit pas. Parce que s'il était resté sur sa ligne, même avec un tel plongeon, il y avait des chances qu'il aille la chercher dans les filets. Kevin De Bruyne qui va centrer encore dans les biens et les gants de Donnarumma, toujours 0-0, mais on voit que Kevin De Bruyne en l'espace, attention, ce ballon qui est récupéré rapidement avec Thomas Meunier peut-être qui va trouver Torgan Hazard sur le côté droit, le centre complètement raté. Meunier. Techniquement, il est parti sur des sacrées bases, Meunier. Voilà, il fait un euro, excusez-moi, pour l'instant, c'est à part son but contre les Russes. Alors, on revoit le but du VAR. C'est pas Chiellini qui est hors jeu sur la première déviation. C'est la deuxième déviation. Donc, c'est qui d'ailleurs est à côté de Bonucci Di Lorenzo. C'est Di Lorenzo. C'est Di Lorenzo qui effleure à peine le ballon et qui met Bonucci hors jeu. Juste à Bonucci qui passe un savon à Spinazzola qui a pas mis assez d'impact pour dégager le ballon. Et il lui a fait le geste avec le poing. Tu rentres dedans, mec. Tu vas au contact, quoi. C'est pour ça qu'ils l'ont mis. Tu te fais pas manger sur le. Non, ça c'était Bonucci. Sur le duel, tu te fais pas manger, quoi. Tu mets l'impact. Il est là, méchant. Et il a raison. Il a pas réussi à Spinazzola, il en a encore raté une. Ouais, Spinazzola qui a remis ce ballon assez bêtement à Thomas Meunier. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, sur cette occasion, on a vu Kevin De Bruyne, le danger qu'il peut être. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il se projette, il avance. La conduite de balle est évidemment parfaite. Et il fait cette frappe absolument magnifique qui peut évidemment terminer dans le but. C'est vraiment la menace principale pour cette. Ouais, c'est lui le danger. Parce que vous avez vu que Romelu Lukaku, pour l'instant, est bien tenu par la charnière centrale. Ouais, s'il arrive à avoir un peu d'espace, ça peut aller vite avec la puissance. Mais il y a un match aussi dans le match entre Tillmans et Verratti. Je peux vous dire qu'ils tentent de s'humilier l'un l'autre au fur et à mesure. Il y a un petit jeu entre les deux. Celui qui fait l'action qui va le plus ridiculiser l'autre. Ça va se finir que les deux vont se faire sortir par leur coach. Pas faux. Exactement, ça sonne bien le 10 contre 10 avec le ballon dans le pied des Italiens. Pour l'instant, on va repasser avec Chiellini en défense centrale qui va décaler Di Lorenzo qui va faire la passe à Barella qui cherche une solution. Pour l'instant, ça ronronne, ça tatillonne. On repasse par la défense centrale avec cette fois le milieu de terrain, Jorginho vers Chiellini qui a un petit peu de champ devant lui, qui va pouvoir proposer avec Marco Verratti qui cherche une solution, qui donne des instructions aux joueurs, mais ça bouge pas. Lorenzo Insigne qui va trouver Immobilier, mais malheureusement c'est repris par Meunier, il est d'une tristesse, excusez-moi. À chaque fois qu'il y a un ballon, il met une saucisse devant. Exactement, Meunier ne réfléchit pas. Alors autant il ne prend pas de risque, mais autant ses relances sont absolument apocalyptiques. Et honnêtement, je rejoins Giovanni. Alors là, c'est très tôt dans le match, évidemment, ça va pas arriver maintenant, mais je pense que Belotti sera beaucoup plus adapté que Immobilier sur ce match en position de 9 pour l'Italie. Il faut qu'ils mettent plus de mouvement, les Italiens. On a vu là Marco Verratti sur une séquence faire signe à Insigne, prend la profondeur au moment où je touche le ballon. Attends pas que je fasse les deux premières touches de balle pour ensuite déclencher ton appel. Vas-y tout de suite. Ou Kevin De Bruyne, le dribble magnifique. Il a énormément d'espace. C'est la contre-attaque pour les Belges. Lukaku qui va récupérer sur le côté droit, qui va les provoquer. Peut-être Chiellini va entrer dans la surface de réparation. Les passements de Jean, la frappe. Oh, l'arrêt magnifique encore une fois de Donnarumma, et c'est Di Lorenzo qui est obligé de pousser le ballon en corner. Quel travail de Lukaku sur le côté droit, qui arrive à se défaire de manière extrêmement intelligente de Chiellini, qui va faire ce plat du pied qui n'est pas puissant mais qui est extrêmement bien placé, avec Donnarumma toujours extrêmement vigilant, et qui va une nouvelle fois avec cette main ferme parfaitement placée enlever ce ballon début. Ça fait toujours 0-0, mais la Belgique est extrêmement dangereuse en contre, et c'est un corner pour l'instant pour les Diables Rouges. Et là on voit toutes les qualités de Donnarumma, c'est-à-dire qu'on a vu la parade en hauteur, à mi-hauteur sur la frappe de De Bruyne, et là on la voit au sol face à Lukaku. C'est un gardien qui, sur sa ligne, que ça soit en l'air ou au sol, est extrêmement fort et va très très vite sur les appuis. Là le contre il est peut-être pour les Italiens, avec Spinazzola qui va passer, qui a le contre favorable, qui va décaler Chiesa sur le côté gauche. Chiesa qui va essayer de provoquer, qui va rentrer dans la surface de réparation. Il se met sur son pied droit, la frappe qui est détournée mais qui est captée par Thibaut Courtois. Lui aussi, comme Donnarumma, est un excellent gardien. C'est un duel à distance aussi pour l'instant, avec les Italiens qui ont
toujours le ballon, qui sont toujours dans les 30 derniers mètres avec Jorginho qui cherche une solution, Insigne au milieu du terrain qui va trouver Chiesa qui va essayer de trouver une solution avec Immobilier qui va lui remettre la frappe de Chiesa qui va être détournée par la défense belge. Les trois centraux de la Belgique sont plutôt solides, hein, Adaweret, Vermaelen et Vertonghen. On avait quand même des doutes par rapport à leur âge, par rapport à pas mal de choses. Leur mais forme, comme ils jouent très bas, ils ont pas à gérer la profondeur. Ils sont pas en danger. Donc il manque quand même un vrai neuf dans cette équipe. Mais oui, bien sûr. Mais en même temps, ça joue très très bien. La belle frappe de Lorenzo Insigne. On sait que c'est un spécialiste. Il a tenté une frappe aux abords de la surface de réparation. Un bel enroulé pied droit qui passera au-dessus des cages de Thibaut Courtois. La spéciale, c'est qu'elle soit pas cadrée aussi. Mais ce que je veux dire, là, par rapport à ce que tu disais, Philippe, sur la recherche de la profondeur, on a vu que le jeu penchait beaucoup à gauche. Hein, c'est normal, c'est Marco Verratti, c'est Spinazzola. Et on a vu Chiesa qui a quitté son aile droite pour venir à gauche et amener de la profondeur. Et 2 fois, alors même si la frappe a été contrée, mais les 2 situations, ça a amené des occasions pour l'Italie. Il faut vraiment qu'Insigne se fasse violence et force à rentrer à l'intérieur et qu'il arrête de repiquer pied droit toujours pour enrouler. Ouais, mais tu as vu en tout début de rencontre, le côté droit a été utilisé, ça a mis en difficulté les Belges et là ils le prennent pas. Il faut prendre les couloirs. Je pense que comme ils sont à 3 en bloc là, dans ils le ont milieu, ciblé Meunier, hein, ils n'arrêtent pas de passer sur le côté mais il faut gauche. utiliser les flancs pour les Italiens si tu veux nous battre parce que ils défendent à 3 derrière, ils sont peinards. C'était la seule fois aussi où les Belges étaient sortis. En plus, c'est vrai. Et là, long ballon vers Immobilier, mais juste avant cette transversale de Chiellini, le jeu était arrêté, messieurs. Personne ne bougeait. C'est-à-dire, autant les Belges vraiment restent extrêmement bien en place, mais les Italiens, pour l'instant, ça manque de mobilité, ça ne propose pas assez de solutions, ça manque de vivacité et ça devient quand même extrêmement compliqué. Avec le ballon dans les pieds de Marco Verratti, qui va repasser une nouvelle fois par sa défense centrale. Bonucci qui a le ballon, qui prend du temps pour trouver une solution, qui va décaler côté droit et qui va récupérer le ballon tout de suite. C'est lent, c'est statique, il se passe rien. Donc transversal pour trouver Spinazzola sur le côté gauche de cette équipe italienne qui pareil demande à Verratti de bouger. Marco Verratti qui a le ballon. Il se passe rien, c'est terrible. C'est-à-dire qu'ils sont complètement piégés par le bloc belge avec peut-être il n'arrive pas. Il se passe rien. Moi je trouve quand même qu'il travaille correctement. Ouais, c'est pas mal. C'était dur parce que non, il manque de percussion. Ouais, mais il travaille quand même. Sur le travail et sur l'occupation dans les 25 mètres adverses, ils élargissent beaucoup. Mais c'est là que tu vois qu'Insigne et Immobilier sont pas des joueurs de top niveau mondial. Le problème, c'est ça. Bien sûr. Chiesa, tu sens qu'il y a le potentiel. C'est encore brouillon, mais il y a le potentiel. Mais les autres. Effectivement, Chiesa, c'est clairement le plus actif. Alors Giovanni avait tout à fait raison. Il s'était mis sur le côté gauche. Là, il est revenu côté droit avec encore une action. C'était rapide, c'était incisif, c'était dangereux. Et cette qualité de frappe aussi, et surtout cette rapidité dans l'exécution qui est extrêmement intéressante. Et ça fait donc corner pour l'Italie qui va être tiré par Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne effectivement qui pour l'instant est loin d'être dangereux avec encore des petites broutilles. Et là c'est une image assez sympa, c'est-à-dire qu'on pensait qu'Axel Witsel et Chiellini se mettaient des petits coups, mais en fait ils se sont fait un gros câlin pour montrer à l'arbitre que tout allait bien. Enfin, c'est Chiellini qui a montré à l'arbitre non mais vous inquiétez pas, c'est juste parce que je l'adore. Le corner de Lorenzo Insigne au premier poteau, c'est encore dégagé par les Belges. Je veux rien dire, mais Chiellini est dans le match. Mais très fort parce que non seulement il fait croire à l'arbitre que tout va bien, mais juste après derrière il lui remet la main sur l'épaule, genre Kumikata de Teddy Riner, je prends la position préférentielle et t'inquiète pas que si je peux y mettre un coup de tronche en te montant dessus, je vais pas me gêner. On voit qu'elle n'est pas complètement dénaturée quand même cette équipe italienne et ça fait plaisir. On change pas. Chiellini justement qui va pouvoir relancer avec Bonucci, le défenseur central de la Juventus, qui va tenter de trouver une solution. On va peut-être avec la grosse faute peut-être qui va être. Attention, Torgan Hazard, il a pas de jaune, mais il est sous la menace d'une suspension pour la demi-finale et ça fait 2 fois qu'il fait une grosse faute. C'est Carrasco. Hein. Là, il était complètement vraiment battu par Di Lorenzo et il a fait ce qu'on appelle un tampon dans le milieu. Il joue absolument pas le ballon et a priori pas de carton jaune pour Torgan Hazard. Parce que je suivais l'action en même temps, c'est pas évident. Alors, la frappe, le but, l'ouverture du score pour l'Italie, c'est magnifique. Le Barella. but de Barella qui était extrêmement critiqué cette semaine, mais qui montre ce soir qu'il est un excellent joueur de football avec cette phrase dans la surface de réparation. Ça fait 1-0 pour l'Italie face à la Belgique après le but refusé de Bonucci. Celui-là devrait être bien validé. 1-0 pour l'Italie à la demi-heure de jeu face à la Belgique. Le but de Barella. Action de classe parce qu'il fait tout seul. C'est lui qui récupère. Un exploit Il y a déjà personnel. une faute avant, messieurs. Hein. Il y a déjà une faute dans le 18 que l'arbitre siffle pas. Vous allez voir et le ballon est récupéré. Un exploit personnel. Regardez, là il y a faute. Et là ils doivent la sortir. Il y a faute. Les Belges doivent sortir le ballon et en fait c'est Verratti. La vraie force de l'Italie depuis le début de la rencontre, c'est de rester
en densité haut, sans forcément attaquer le porteur, mais en ayant un maillage du terrain qui est parfait. Et la relance, les sorties de balles sont pas bonnes. Les sorties de balles depuis le début sont pas bonnes. Mais qui est le joueur qui est par terre C'est Immobilier, je crois. Parce qu'il y a faute. Oui, mais alors ce qui est incroyable, c'est que Verratti, comme dit Philippe, récupère le ballon haut, s'appuie sur Barella. Tu as l'impression qu'il va y avoir un 1-2, mais en fait Barella il va tout seul. Il résiste à 2 Belges et en fait celui qui pourrait intervenir c'est Thorgan Hazard. Mais comme il vient de faire 2 fautes, il n'ose pas mettre le pied dans la surface et ça laisse l'angle d'ouverture pour frapper à Barella qui met au passage une super frappe petit filet. Mais même quelle action de Barella, parce qu'à un moment il prend un coup et il est quasiment genou à terre, il reste debout et franchement super. Là c'est toutes les qualités de Barella, à savoir de la tonicité et de la justesse technique, parce qu'il y a un gros impact physique au début. C'est un peu comme Verratti, c'est des centres de gravité qui sont très bas et on voit l'enchaînement pour finir. C'est une finition de buteur, c'est coups de pied, c'est magnifique. C'est peut-être le meilleur scénario pour le match pour nous suiveurs, parce que la Belgique va être obligée de sortir du coup. Un peu la Belgique, mais ça va donner des espaces aux Italiens. Oui, mais pour le coup, pour le spectacle du match, mais par contre, ça c'est à vous de match, gérer. Mon cher ami, appelez Martinez et trouvez-lui une solution. Non, c'est vrai, mais tout à l'heure je vous l'ai dit, je vais pas faire le mec qui a dit, parce que peut-être me tromper, mais moi j'ai dit si les Italiens nous mettent vite un but, c'est quand même après 30 minutes, ça va être compliqué pour les Belges, parce que maintenant tu vas devoir sortir et dans ton dos ça va aller très vite. Parce que ils ont de la vitesse. Sans doute. Ils ont de la vitesse. Il faut vite égaliser ou tu vas être en grande difficulté sur ce match. 1-0 pour l'Italie en tout cas après 33 minutes, le but de Nicolas Barella à la 31e, l'Italie donc qui a pour l'instant pas un pied en demi-finale, mais qui est en tout cas virtuellement qualifié pour une demi-finale. Ne commencez pas. Pour toi, s'en sort bien là, sur l'affaire précédente là. Ouais, c'est très limite. C'est très limite. Et Barella, c'est aussi des spaghettis, ça, c'est aussi c'est une marque de macaroni. Non mais Baptiste le disait. C'est du niveau des frites. J'avais envie. J'avais envie de vous ennuyer un petit peu. J'ai le droit, non ? Il a eu une semaine compliquée dans la presse italienne. C'est la meilleure des réponses. Et voilà, il a fait une saison absolument merveilleuse à l'Inter. Super joueur qui était courtisé par le Paris Saint-Germain. Leonardo l'aimait beaucoup lorsqu'il était à Cagliari. Il a fait le choix de rejoindre l'Inter. C'était une des priorités de Conte. C'est un très beau joueur. Un très très beau joueur. Et puis son but, c'est pas un but de rigolo. Non, un très beau but. Il y a une splendide but. Très beau. Allez, c'est corner pour les Belges. Je sens qu'on va égaliser ça maintenant. Commande, Kevin. 33 minutes de jeu, 1-0 pour l'Italie, donc face à la Belgique, avec les Belges qui vont tenter de revenir au score pour nous offrir un petit peu de suspense. Le corner tiré par Kevin De Bruyne, c'est très bien tiré avec cette tête de Chiellini pour éloigner le danger. Le ballon récupéré par Thorgan Hazard qui va tenter de trouver une solution derrière lui. On va essayer de se projeter un petit peu avec Thomas Meunier qui va faire un centre assez intéressant, et c'est Marco Verratti finalement qui va récupérer ce ballon, qui va vite dégager et trouver de la profondeur, et finalement ça revient en défense avec les Italiens. Ils vont devoir toujours courir en les Belges possession du maintenant. ballon. Le problème c'est qu'ils vont devoir courir, parce qu'en effet il va falloir se projeter et il va falloir revenir très vite pour empêcher les Italiens de jouer. Meunier, vu l'état qu'il est là, il n'y a pas intérêt à monter trop souvent sur le flanc droit, parce que dans son dos il va se faire, excusez-moi d'être du terme, il va se faire couillonner comme on dit chez nous. Alors là on voit clairement que le pressing des Belges ça a complètement changé. Ils sont beaucoup plus actifs, notamment à la récupération du ballon. Ça n'a rien à voir, c'est plus le même match pour la Belgique. Pourtant le début de match ne leur donnait pas forcément tort, c'est eux qui avaient les meilleures occasions. Mais les Italiens ils aiment ça, regarde comme ils sortent bien le ballon sur l'action. Dès qu'il y a un peu plus d'espace. Lorenzo Insigne qui avait justement pas mal d'espace pour trouver Marco Verratti qui va la redonner à Insigne. Verratti toujours qui va récupérer le ballon, qui va écarter le ballon qui va pas être récupéré, et ça va être dégagé certainement par Thibaut Courtois, le portier des Diables Rouges, qui va dégager loin devant. Toujours 1-0 pour l'Italie face à la Belgique. 35 minutes de jeu. Mais je voudrais rien dire, mais je ne vais pas faire l'anti-Romelu, mais là Chiellini est en train de le manger depuis le début du match. Je ne sais pas s'il a déjà gagné, c'est vrai Baptiste, je ne sais pas s'il a gagné 1 ou 2 duels pour l'instant. Chiellini lui prend toute la tête. Si, non, mais dans la conservation de balle, quand il est dos au but et dos au jeu, c'est quand même impossible de lui prendre la balle, mais effectivement il est bien pris. Mais on met des grosses saucisses devant. Et chaque fois, il récupère les ballons, Chiellini. Et quand on connaît le jeu de tête de Chiellini, et quand on connaît le duo qu'il forme à la Juventus avec Bonucci, effectivement, tu peux t'appeler Romelu Lukaku, c'est compliqué quoi qu'il arrive. Justement, Chiellini qui va dégager ce ballon pour tenter de trouver une solution avec Immobilier qui va s'excentrer un petit peu pour récupérer ce ballon, qu'il va réussir à récupérer, mais qui est repris par la défense belge. Thomas Meunier qui va redonner à Alderweireld, qui va essayer d'éloigner le danger. Thomas Meunier toujours qui va repasser par Yuri Tielemans, qui est redescendu pour aider ses partenaires avec Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, qui va faire une jolie passe assez lointaine pour Jérémy Doku, mais qui va s'emmener le ballon en touche malheureusement. Doku quand il part de loin, qu'il est dos au but, c'est dur. Ouais, c'est compliqué. C'est faut mieux qu'il arrive lancé. Ouais. Il doit être fort dans les 20 derniers mètres, comme ça quand il est sur un crochet court, mais dans le jeu, dans la profondeur, c'est pas encore ça.
C'est fort quand même ce que font les Italiens, parce qu'il y a eu ce but refusé dans la foulée. Il y a 2 grosses parades de Gigio Donnarumma sur une frappe de De Bruyne et sur une frappe de Lukaku, et tout de suite ils sont repartis à l'abordage, ils sont récompensés. Je trouve les Italiens bien en maîtrise. Oui. On a l'impression qu'on parlait de l'expérience avant la rencontre, de l'appréhension. On s'approche de la fin de la première période. Je suis très surpris du calme et de la gestion des Italiens. Pour l'instant, c'est une copie presque parfaite. Mais regardez la possession de balle. Ça veut rien dire, mais 39 et 61%, c'est bien la preuve que les Italiens maîtrisent, qu'ils ont le jeu. Et les Belges étaient attentistes en pensant avoir une dernière passe avec De Bruyne et Lukaku, ce qui va peut-être encore arriver, mais je pense que ça va devenir compliqué plus le match avance. Si tu prends un 2-0, tu vas galérer contre les Italiens. Avec le ballon dans les pieds de Jérémy Doku pour l'instant, les Italiens qui mènent toujours 1-0 à la 37e minute de jeu. Axel Witsel qui va faire tourner Yuri Tielemans qui va passer par la défense. Pour l'instant, ils ont le ballon, les Belges. Peut-être que la possession s'inversera avec ce scénario qui a changé, cette tactique qui a changé également pour les Belges. Jérémy Doku toujours sur son côté gauche qui est redescendu très très bas. On a assez peu l'habitude de le voir dans cette position. Avec Axel Witsel qui est en possession du ballon, qui va trouver Toby Alderweireld. Pour l'instant, c'est l'Italie qui est regroupée face à des Belges qui ont le ballon, qui vont tenter de trouver le petit point de rupture pour essayer de se créer des occasions. Yuri Tielemans qui essaie de demander le ballon mais qui finalement ne l'a pas. C'est Thomas Meunier qui va repasser par Kevin De Bruyne, le meneur de jeu de cette équipe, qui va repasser en défense centrale. Pour l'instant, c'est assez scolaire de la part de la Belgique. Toujours 1-0 pour l'Italie. Ça va être intéressant de voir justement, c'est les Italiens qui ont eu des difficultés face à l'Autriche à attendre un peu bloc bas quand ils étaient moins bien physiquement. Ils sont capables de subir parce qu'ils ne pourront pas jouer 90 minutes avec ce niveau de maîtrise et le pressing haut que décrivait Philippe. Ils ne pourront pas le garder sur toute la rencontre, donc il faut qu'ils soient en capacité aussi de souffrir et de défendre avec un bloc plus bas. Et on a vu Romelu Lukaku aussi il y a quelques instants, vraiment excentré sur le côté. Il n'est plus du tout dans sa position de numéro 9 au centre. Kevin De Bruyne qui va réussir à récupérer ce ballon juste à côté de la surface de réparation italienne. Yuri Tielemans qui va tenter de centrer. Ça va être dégagé par les Italiens. Lorenzo Insigne qui va pas se poser de questions et qui va dégager ce ballon pas si loin devant. Un dégagement un petit peu raté avec le duel entre Immobilier et Alderweireld remporté par le Belge. Le ballon toujours dans les pieds des Belges, Axel Witsel, et c'est une faute qui va être sifflée après une faute sur Marco Verratti. Oui, il est fort Verratti puisqu'il une nouvelle fois. Il a raison, c'est le moment où il faut le faire. Oui, mais bon, elle est gentille la faute. Le coup de génie peut venir de Bruyne. Il n'y a rien du tout. La main sur le visage, mais le ballon il est déjà très loin. Il se l'est emmené Witsel avec le genou. Donc surtout, il ne fait pas exprès du tout. J'en profite qu'il y a un petit temps mort pour justement dire que la médecine a quand même évolué, parce que c'est pas des blagues. Axel Witsel a eu rupture des tendons d'Achille il y a 7 mois. Et il joue aujourd'hui à 100%. C'est quand même incroyable. Rupture du tendon d'Achille, avec Borussia Dortmund. Personne ne croyait une seule seconde qu'elle allait revenir. Et il est à son niveau, là, aujourd'hui. Oui. C'est un maillot important, effectivement, Axel Witsel, dans cet effectif des Diables Rouges. Avec pour l'instant Di Lorenzo. Qui avait commencé la compète d'ailleurs au milieu, parce qu'il n'a pas joué le premier match. De Donker, exact. Mais qui a été mauvais. Et donc, Witsel, il l'a mis, même on croyait qu'il était à 50%. Et le mec est monté en puissance. Corner pour l'Italien, 0 toujours pour les Italiens. Exactement. Avec l'Italie qui va donc avoir une nouvelle occasion de but sur ce corner. Bonucci qui va se rapprocher de la surface de réparation et qui check chaleureusement son copain, son compère de club Chiellini. On sait que c'est 2 joueurs de tête formidables. On l'avait dit, Chiellini avait marqué, mais malheureusement son but avait été refusé dans la compétition, avec tous ces supporters italiens dans les tribunes qui sont chauds bouillants. Et c'est Marco Verratti qui va tirer ce corner, qui va poser le ballon avec beaucoup de présence encore une fois dans cette surface de réparation. On se parle beaucoup, il y a beaucoup de tension. Marco Verratti qui lève la main et qui va s'apprêter à tirer ce corner pour l'Italie. C'est tiré, c'est bien tiré et c'est repoussé avec peut-être Chiesa qui va frapper. Ça passe juste à côté. Magnifique frappe de Chiesa qui avait récupéré ce ballon juste en dehors de la surface de réparation. Un petit enroulé pied droit assez puissant sur le côté droit. On est vraiment à quelques centimètres du poteau droit. C'est extrêmement bien joué, même si Thibaut Courtois, il faut signaler, était dessus. Mais ça fait une belle occasion pour l'Italie qui mène toujours 1-0 à 5 minutes de la pause. Ils ont le contrôle quand même, c'est vrai qu'ils sont bien. Ils ont le contrôle. Mais en termes de vraiment d'occasion, je pense que c'est équivalent, non Oui, parce qu'il y a les deux situations de la Belgique avec Lukaku et De Bruyne. Faut voir si vous suivez. T'inquiète pas, on suit, il y a 1-0 pour l'Italie, on voit bien, Steph. Oui, non mais je trouve que ne faites pas trop les marioles. Les Belges tentent finalement assez peu de sortir de leur filière depuis le début. Même s'ils n'ont pas envie de jouer, pourquoi est-ce qu'ils durcissent pas un peu? Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas des ballons dans les airs? Parce qu'on n'est pas capable de le faire. Ils sont quand même physiquement, Philippe, non. Mais on a plus ce en termes physique de d'avant. gabarit. Non.
Non, Philippe, on est. Et regarde au milieu de terrain les joueurs qu'il y a. Lève le ballon. Je pense que Lève le ballon, tu vas récupérer des ballons. Je pense qu'on ne sait pas le faire, Philippe. Et tu sais très bien que je suis sincère en disant ça. Je pense qu'on n'a pas le jeu pour le faire. On n'a pas les joueurs pour le faire. On devient vieillissant derrière. Parce que ça vient aussi de derrière, normalement, pour jouer. Hein. Et tu as bien vu que c'est directement. Mais là, ce que Philippe dit, c'est qu'il faut aller chercher un peu les 3 petits milieux de terrain italiens avec le physique. Et commence déjà par dégager au pied. Déjà, rien que ça. Déjà, tu vas récupérer des ballons à chaque fois. Mais qui va le récupérer, Witsel? Qui va le récupérer les ballons dans Je le pense milieu? que Witsel, Tillmans, physiquement, sur Verratti, Jorginho, ils peuvent. Sur Verratti, Jorginho, ils vont. Puis Lukaku, il faut aller le chercher un peu avec des ballons mais aussi qui mettent son physique. Alors même si Chiellini, Bonucci, évidemment, sur des ballons qui arrivent en l'air de loin, de face, ils peuvent être. Mais bon, Lukaku, il peut les bouger physiquement quand même. Ouais, mais après, ce qui est dur, c'est que je pense que les séquences de possession et de pressing des Italiens, elles sont extrêmement dures pour les Belges. On l'a vu à l'instant avec dur, ce pressing extrêmement incisif de la part de Marco Verratti. Et c'est Chiesa qui va récupérer le ballon pour lancer peut-être une attaque italienne. Lorenzo Insigne au milieu du terrain qui va décaler une nouvelle fois Spinazzola. Lorenzo Insigne qui est presque devenu un créateur pour l'instant dans cette équipe. Il joue beaucoup plus reculé. Il joue. C'est mieux. C'est mieux, effectivement. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, Giovanni. Il est plus du tout dans cette position d'ailier droit. C'est même plutôt Spinazzola qui a tendance à être beaucoup plus haut que lui. Et Lorenzo Insigne, justement, qui va récupérer le ballon dans la moitié de terrain des Italiens, qui va tenter une très très belle passe vers Spinazzola sur le côté gauche. Spinazzola qui va centrer, qui va trouver peut-être Immobilier dans la surface de réparation, qui a toujours le ballon. Immobilier qui tâtonne, qui va frapper. Mais c'est insupportable, donne ton ballon. De donner sa balle, il est tout seul à côté. Avec Jorginho peut-être, le ballon est toujours dans les pieds des Italiens, avec toujours Insigne qui va repasser vers Jorginho. On a vu effectivement à l'instant une très belle occasion et Insigne qui avait peut-être beaucoup plus d'options que celle de garder le ballon et d'essayer de trouver une petite interstice pour frapper. C'est une occasion encore une fois de gâcher. Il a totalement raté. Parce que le mouvement où Insigne était redescendu très bas à la position de Spinazzola pour lancer justement le latéral de la Roma, c'était magnifique. Il avait éliminé 2 joueurs. Ah, sublime. Ça va être votre perte, les Italiens, n'a pas de collectif, qu'est-ce que vous voulez? Avec ce beau crochet sur Tillmans d'Insigne qui va se mettre à frapper la frappe. Le but fantastique de Lorenzo Insigne. C'est un spécialiste des frappes de balle. Souvent c'est raté, mais celle-là, elle est somptueuse. Le but du 2-0 pour l'Italie face à la Belgique. Le but magnifique de Lorenzo Insigne. Cette frappe enroulée qui finit dans la lucarne de Thibaut Courtois. 2-0 pour l'Italie qui fait le break juste avant la pause face à la Belgique. C'est très bien parti pour l'Italie qui est extrêmement impressionnante sur cette première mi-temps. Vous ne pouvez pas dire, je ne vous l'ai pas dit, messieurs, j'ai dit à Giovanni, si les Italiens mettent le premier, on va être en grande difficulté. C'est vrai, Giovanni, je te dis, on va être en grande difficulté pour les raisons qu'a dit Philippe tout à l'heure. Pour les raisons de Philippe, on n'arrive pas à sortir, ben voilà, tu ramasses. Et là, je suis désolé, vous avez vu de où il vient? Philippe, tu as vu de où il vient? Regarde-le. Tillmans, le jaune, on parlait du jaune. Mais oui, il peut pas crocheter. Il peut pas faire faute. Il peut pas faire faute. Et qu'est-ce que je vous disais au début sur Insigne? Il a besoin d'espace pour gambader, pour prendre de la vitesse. Au début du match, il n'en avait pas. Là, il y a un peu d'espace. Avec son petit gabarit, il arrive à crocheter Tillmans. Derrière, il a de l'espace. Et il fait toujours la même, la frappe enroulée. Bon, cette fois, elle est réussie. Mais tant qu'il y avait le bloc bas, il pouvait pas se prendre de vitesse et prendre de l'espace comme ça. Il est redescendu un peu plus bas. Mais parce que ça s'ouvre. Ouais. Et lui, il aime être lancé avec son petit gabarit, ses appuis bas. Il est beau son but. Les 2 buts italiens sont très beaux. But magnifique, effectivement. Alors là, bon courage pour les Belges. Parce qu'aller chercher l'Italie, même si c'est plus la même équipe qu'avant, à 2-0, rien n'est impossible. Mais bon courage. On va dans quelques secondes rentrer dans le temps additionnel de cette première période. Avec ce but magnifique de Lorenzo Insigne. Moi je me remets toujours pas, je suis super fan de ce joueur du Napoli et là il a une telle détente, une telle aisance parce que la frappe elle est puissante mais on n'a pas l'impression qu'il... Ouh là là, attention, Penalty, oui effectivement, penalty sur cette action de Jérémy Doku qui a été crocheté dans la surface de réparation. Penalty pour les Belges, les Italiens qui vont contester l'arbitre effectivement. On a vu Jérémy Doku qui s'est retourné extrêmement vite, qui allait très très vite dans cette surface de réparation et je pense que l'un des défenseurs belges était complètement en retard. Dans les défenseurs italiens, pardon, oui c'est une faute de Di Lorenzo qui pousse assez grossièrement Jérémy Doku. Il était battu, Di Lorenzo. Il est bête, Di Lorenzo. Ouais, c'est une faute extrêmement bête. Après, j'ai pas l'impression qu'il puisse faire grand chose. En tout cas, ça fait penalty pour la Belgique qui a l'occasion de revenir à 2-1 juste avant la mi-temps. Ça va peut-être être checké quand même. Non, mais là, il y a Et pareil, je vous avais dit quoi? Doku, pourquoi Doku titularisé? Pour aller provoquer Di Lorenzo, qui est le point faible de l'Italie.
Parce que là, il n'y a pas grand-chose, mais vu la vitesse à laquelle va Doku, il est déstabilisé. Évidemment. Il y a penalty, je ne sais même pas pourquoi ils se plaignent, les Italiens. Pour le coup, c'est un très bon choix de Martinez. Di Lorenzo, c'est le point faible de l'Italie. Tu mets Doku qui est un virevoltant provocateur et il peut se passer exactement ce qui s'est passé là. Mais comment peut y avoir VAR là-dessus Oui, effectivement, il y a assistance vidéo. On voit l'arbitre qui est en relation avec la VAR. Il y a faute 100 fois. Il le pousse alors qu'il joue plus le ballon. Il est passé Doku et il le pousse dans le dos. Il y a penalty 100 fois. Ça ne souffre d'aucune contestation par rapport aux images que l'on a sur nos écrans de contrôle, mais pour l'instant. Et oui, le penalty qui est bien confirmé effectivement par l'arbitre de cette rencontre. Et c'est Donnarumma, alors on a vu strictement tous les Italiens, et c'est Donnarumma maintenant et Bonucci qui sont autour de l'arbitre. Donnarumma, il doit se concentrer là, il doit essayer Bien d'arrêter sûr. un penalty, il est en train de parler, il toise l'arbitre, il va prendre jaune. Bien sûr Philippe, mais bien sûr. Mais c'est bien, il sera prêt pour accompagner Marco Verratti au Paris Saint-Germain. Bravo c'est parfait. Leonardo. Le penalty Super. qui va être tiré par Romelu Lukaku, qui aura l'occasion de marquer son 4e but déjà dans la compétition. Romelu Lukaku qui va se présenter face à Donnarumma. Ces deux immenses joueurs face à face. L'un a joué au Milan, l'autre joue à l'Inter. Penalty tiré par Lukaku. C'est dedans, c'est parfaitement tiré, c'est puissant. Il trompe Donnarumma. La réduction du score de la part de la Belgique, ça fait donc 2-1 pour l'Italie. On est dans le temps additionnel de cette première période. On va se faire mettre dans quelques instants, mais il y aura du suspense jusqu'au bout dans ce match. 2-1 pour l'Italie après ce penalty de Et un grand merci à Doku, parce que s'il fait pas cette accélération qu'il y a 2-0 à la mi-temps, il n'y a pas de match. Ouais, mais avec d'ici. Non mais non, franchement, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Ça devient compliqué en deuxième mi-temps. On va revenir sur le match de l'équipe de France, mais on voit bien dans cet Euro qu'il y a quand même des formations, même celles qui sont censées être les plus solides et avoir le plus d'expérience, qui sont friables. Il y a la fatigue physique, il y a beaucoup de choses. C'est la mi-temps, messieurs. C'est la mi-temps à l'Allianz Arena de Munich. Donc, je le disais, 2-1 pour l'Italie. Les buts de Barella, le but magnifique d'Insigne et la réduction du score signé Lukaku sur penalty pour la Belgique. Tiens, ta note à la mi-temps. Très honnêtement, je vais mettre un 7 sur 10 franc et massif, parce que c'est un excellent match de football, et avec ces deux buts coup sur coup, ça vaut un 7 sur 10 extrêmement légitime. Moi je vais monter, je vais mettre 8 parce que première période, il y a deux grosses équipes. On a vu le but d'Insigne, il est magnifique. Il y a de la dramaturgie, penalty, le match n'est pas fini, 3 buts, il y a de la qualité technique. Enfin moi je me suis régalé quoi. J'ai une grosse. En plus c'est rare quand t'attends beaucoup d'une affiche. Généralement t'es un peu déçu, etc. Je trouve que les deux équipes, non, moi je mets un 8. Je suis séduit par cette première période. Je redescends à 7 quand même. Parce que 8, j'ai l'impression que ça serait un peu enflammade. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi 2 arrêts très beaux de Donnarumma. Il y a eu 2 beaux buts italiens. C'est pas mal. Je vais mettre 6,5. Alors, écoutez, monsieur Pau, ça fait quand même des années que vous venez à la radio sur RTL. Il faudrait quand même se rappeler qu'il n'y a pas de demi chez nous. Quoi. Mais nous, on ne fait pas les choses les demi. Enfin, nous, en Belgique, on les boit, nous. Nous, les demi, c'est au bar. Voilà, nous aussi. Il n'y a pas de demi ici. Juste pour vous dire, d'ailleurs, vous aurez fait bien de mettre un demi-penalty, vous aurez fait du bien. Bon, alors, juste aujourd'hui. Déjà, on a un demi-but de plus, un but entier même. J'ai quand même l'impression que les Belges étaient vraiment pris de vitesse de tout. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu de la Belgique. Il y a un penalty parce que Doku fait un geste, mais je pense qu'il y a un mauvais geste défensif. Tu ne dois jamais. Oui, parce que tu veux aussi le laisser passer et voir ce qu'il fait avec le ballon. Et Romelu, il sort sa première mi-temps sur son penalty. Donc on s'en sort combien bien. Alors moi je mets un 6, je suis déçu, bien, mais oui, déçu de la Belgique, non, mais là, à 50 ans d'Italie, oui mais l'Italie c'est pas non plus extraordinaire, arrêtez de vous enflammer, c'est bien. C'était un petit 2-0 tranquille là. Tout d'un coup vous êtes devenu italien, comment ça tout d'un coup? Je verrai, ça fait 44 ans que ça dure, c'est pas tout à coup. C'est 2-1 non, Lukaku. Alors c'est c'est bon ça. Alors là c'est 2-1, c'est pas fini. En deuxième mi-temps on va revenir. 6. Le génie de Kevin va faire la différence. Oui. Kevin, il va faire un 2-2. Gratter la lampe pendant la et mi-temps après parce qu'il faut qu'il sorte. Meunier, qui n'a jamais fait de sa carrière, va faire un truc de 40 mètres, il va donner un bon ballon. Ça arrive. Ça peut arriver. Mais à un moment, il faut y croire. Stéphane. Oui. Et la marmotte? On n'est pas la Elle France. met le chocolat belge. On lâche pas. Dans le papier alu. Écoutez, mais bien sûr. Si vont continuer, il y aura le grand Jojo. Les stats là, des courses de chaque joueur, là, 6 premiers, 6 Italiens. Et Verratti, quand il est bien au frais, sous une bulle sanitaire, 6 km en première période, j'ai rarement vu ça. Sans broncher. Et sans broncher. Et l'entraîneur a dit cours Forest. Et il a même été calmer ses coéquipiers qui râlaient auprès de l'arbitre au moment de la désignation du pénalty, me dit Damien Béchiot dans le casque, notre réalisateur. Par contre, il y avait une image à la fin de la première période, on a vu les Italiens qui sont allés encore se plaindre au niveau de l'arbitrage. Il ne faut pas que cette faute fasse dégoupiller les Italiens, parce qu'ils ont fait une première période vraiment de très bonne facture. Oui. Di Lorenzo fait n'importe quoi. Le problème, c'est que si Di Lorenzo joue pas, c'est Florenzi, donc voilà, c'est un peu choisir entre, j'aime pas cette expression, mais la peste ou le choléra. Donc voilà, Di Lorenzo
Lorenzo, c'est le point faible. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les Italiens tombent dans ce piège-là. Ils ont fait une super première période. Il faut qu'ils retrouvent le calme et la sérénité des 45 premières minutes. Ils ont été bons dans la maîtrise, ils ont été bons dans l'intensité physique. Voilà, là, on va avoir le vrai boulot de Mancini qui va devoir calmer tout le monde et qui va devoir dire, les gars, on refait ce qu'on a fait pendant 44 minutes. On oublie non, c'est 45 parce que c'était 46. Giovanni, le travail des deux entraîneurs, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme décision? La causerie, elle est facile de Martinez. Vous pouvez pas faire pire. C'est un miracle, vous revenez, non? Mais tu es mauvaise langue, c'est 2-1. Oui, on a marqué. Mais il tombe du ciel ce péno. Justement, tu es mené que 2-1 sur cette première J'ai période. l'impression que vous avez mal au derrière, qu'on a mis un pénalty. Parce qu'il y a un but refusé pour hors-jeu pour 1 mm. Je tiens à vous dire quand même qu'un match de football, et vous le savez, les Français, ce n'est jamais terminé. Oui. Hein, mais et c'est extraordinaire, monsieur. Et en deuxième mi-temps, on va avoir, je vais vous dire quelque chose qui va se passer. C'est